Cette vidéo risque de choquer beaucoup de gens. L'une des personnes les plus impactantes de tous les temps en termes de communication, c'est... Nous communiquons pour deux raisons. On communique soit pour amener les gens à faire ce que nous voulons qu'ils fassent, ou nous communiquons pour les amener à penser ce que nous voulons qu'ils pensent. Action or perception. Je suis Fanta Condé, jeune dame qui fait son bout de chemin dans le domaine des affaires, personnalité médiatique, entre 3 ou 4 millions d'abonnés, qui vise à éveiller la conscience de la jeunesse africaine. Est-ce qu'il y a un certain nombre de principes à respecter pour faire une très bonne prise de parole en public? La première chose, il faut savoir atteindre sa cible, c'est d'influencer et d'impacter. Et la deuxième chose, nous assurer de dire notre vérité. Parfois, les gens me trouvent assez brutale dans ma façon de parler. Assure-toi d'avoir toujours une raison. Pourquoi je suis là? Et la troisième chose ici qui est extrêmement importante, c'est la faculté d'apprendre constamment. Est-ce qu'il est possible de démarrer une prise de parole sans avoir peur? L'être humain a peur de tout ce qu'il ne maîtrise pas. Vaincre la peur de parler en public, c'est premièrement comprendre ce que c'est. Ça commence par prendre part de cette peur. La meilleure façon de prendre part de cette peur, c'est d'affronter la peur. Comment affronter la peur? C'est d'aller vers ça. On parle beaucoup de charisme. Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou bien est-ce que c'est quelque chose qui peut être développé? Pour moi, le véritable charisme, c'est une énergie. C'est lorsque la tête, le corps et l'âme sont alignés. Le charisme se ressent selon l'énergie que la personne dégage. À quel niveau est-ce que ton physique t'avantage? Je me suis tellement battue avec cette idée de... Elle est jolie, c'est tout. C'est pour ça qu'on l'écoute. Mais pour être honnête, je pense que ça joue à ma faveur. Je travaille comme tout le monde. J'ai pas besoin de le dire, mais ça se voit. Physiquement, j'impose cette présence. Je pense pas que ça soit juste la beauté. Je pense que c'est plus la présence qu'autre chose. Est-ce que tu te considères comme une personne riche? Petit chiffre là, ça fait pas de mal. Petit chiffre va faire le tour des réseaux sociaux. Voilà, copain. Faut pas qu'on dise que je suis pas humble parce que je dis ça aussi. Tu as de l'influence, 4 millions d'abonnés, un peu d'argent. Est-ce que actuellement, Fanta Condé est un cœur à prendre? Je dirais... Pour la première fois, des experts, des entrepreneurs et des investisseurs te partagent des stratégies concrètes pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Ils vont te délivrer l'information noire, des secrets jamais révélés pour te développer personnellement et financièrement. C'est ça, la masterclass Business Expertise. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique. Fanta Condé, comment est-ce que tu te présentes sans humilité? Sans humilité. C'est très original cette façon de demander. Comment est-ce que je pourrais me présenter sans humilité? Je dirais confiance. Je dirais courage. Je dirais tenace et déterminé. Great. Et comment est-ce que tu te présentes généralement pour ceux qui ne te connaissent pas, pour qu'on puisse avoir une idée de tes activités, de ce que tu fais? Alors, je suis Fanta Condé, jeune dame qui fait son bout de chemin dans le domaine des affaires, puis en parallèle qui détient aujourd'hui quand même une plateforme médiatique, disons personnalité médiatique, qui vise à éveiller la conscience de la jeunesse africaine et qui vise également à apporter mon plus à travers la communication, le développement personnel et professionnel. Quelle est la partie la plus marquante de ton enfance qui te vient souvent à l'esprit? La partie la plus marquante de mon histoire qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la perte de mon père. J'ai été extrêmement proche de mon père. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je pense que je l'aimais même plus que ma mère. Pas que j'aimais pas ma mère, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour elle, mais mon amour avec mon père, c'était très fusionnel. J'étais assez proche de lui. Et je l'ai dit récemment lors d'une publication, si je suis la femme que je suis, c'est grâce à mon père. C'est lui qui m'a montré le chemin. Il a été l'initiateur. Il est décédé quand j'avais l'âge de 12 ans. Mais je me souviens de chaque fait de geste et chaque parole de lui comme s'il vivait dans la vie de tous les jours avec moi. Donc c'est grâce à lui que je suis la femme que je suis. Pourquoi? Simplement parce que lorsque j'avais moins de 10 ans, il arrivait qu'une femme très très connue aux États-Unis et son mari sortait à la télé très souvent quand il prenait
la parole en public en tant que couple. Surtout, cette dame, elle était très aimée, une femme africaine très célébrée dans le monde entier. Il arrivait que mon père m'appelait et me demandait de regarder la télé, comment elle prenait le discours. Il me disait, tu vois comment elle s'exprime. Elle s'exprime bien. Et ça, c'est le genre de femme que tu dois devenir. Donc, tu as intérêt à travailler, tu vois. Il me disait comme ça, et à chaque fois, il le disait. Bon, je le prenais pas vraiment en compte, je savais même pas le pourquoi du comment. Est-ce que c'est là tout de suite que j'ai été inspirée par ces figures? Non, pas du tout. Et c'est avec le temps que je me suis retrouvée à être inspirée par ces personnes. Mais il a été l'initiateur, quoi. Il nous a toujours appris à étudier. Mon père était fan de Kumbaga Olosek. Wow. Oui, parce que pour lui, bien qu'elle soit artiste, elle était raffinée, belle, élégante. Elle était aussi très intelligente. C'est à travers mon père que j'ai su qu'elle a été à l'école, elle est très calée, quoi, dans la tête, comme on le dit dans le jargon familier. Donc, mon père avait beaucoup d'admiration pour des femmes comme telles. Il avait beaucoup d'admiration pour Winnie Mandela, pour des femmes qui ont su tenir les rênes à un moment donné dans la société. Et peut-être qu'il n'a pas pu le réaliser, mais c'était comme une sorte de transmission non dite qu'il a eu à me transmettre à travers toutes ces figures d'inspiration finalement. Donc mon père a été, comme je le dis, c'est mon rock, c'est mon héros. Et c'est lui qui a pratiquement marqué mon enfance à travers son absence, parce que je l'ai vraiment ressenti, quoi. Et même dans la vie de tous les jours, bien qu'il soit parti très jeune, je me dis, s'il serait là, les choses se seront passées différemment. Que ce soit mes investissements, que ce soit les projets dans lesquels je m'y mets. Je sais que j'aurais pu compter sur lui. Ma mère m'aide beaucoup avec les conseils et tout ce qui en suit, mais mon père, c'était un autre level. Quels sont les traits de caractère qui sont en toi actuellement et que tu as tirés de ton père? Les traits de caractère qui sont en moi, que j'ai tirés de mon père, je pense que nous avons un point commun, c'est le fait que nous soyons aînés. Moi de ma mère et lui de sa mère également. Et deuxièmement, je pense que c'est son intégrité. Mon père était un homme de principe. Il avait beaucoup de caractère. Bien qu'il paraissait doux avec nous à la maison, mais il avait énormément de caractère. Et c'est quelqu'un qui, pour lui, le respect était intransigeant à la maison. Mon père avait beaucoup d'honneur, un peu d'orgueil parfois. Et l'orgueil positif, bien évidemment, parce que les gens ont une mauvaise connotation de l'orgueil, mais tout simplement qu'il avait tellement d'ego qu'il ne se permettait pas de faire certaines choses qui iront dans le cadre de le rabaisser. Il avait cette fierté positive. Et je pense que le point commun que nous avions, c'est finalement cette confiance. Parce que mon père était un homme très confiant. Et également cette responsabilité très jeune. Il n'a pas grandi avec sa mère, mais il était très responsable. Il a été amené à relever des défis très tôt. Mon père ne se plaignait pas. Il faisait ce qu'il fallait pour atteindre son objectif. Je pense que nous avons ça en commun. Je ressemble beaucoup plus à mon père qu'à ma mère, quoi. Parfois, je m'assois et je me dis, peut-être que j'aurais dû être un homme. Pas que je veux être un homme, mais peut-être que j'aurais dû être un homme, mais peut-être que ça n'a pas fonctionné. À la dernière minute, j'en sais rien. Le patron, il a dit, non, on change, finalement, ça sera une femme. Et parfois, quand je me vois, c'est ce que je ressens ou ce que je pense. Parce que je ressemble beaucoup trop à mon père. Beaucoup trop. C'était quoi ton métier de rêve quand tu étais beaucoup plus jeune? Être comme mon père. Il était médecin. Je sais que c'est fou. Ça ressemble un petit peu à du fanatisme, mais c'est vrai. Quand j'étais petite, il faut savoir que je me considère comme une personne multipotentielle. Une personne multipotentielle, c'est une personne qui a beaucoup d'idées, la potentialité de faire beaucoup de choses, mais qui ne va pas forcément au bout des choses. Avec le temps, j'essaie de le canaliser, de travailler dessus. Donc, ce qui fait que lorsque j'étais petite, ça se ressent. Je suis hyperactive. Et ça depuis très jeune. C'est-à-dire que je peux être focus à l'école, peux avoir de bonnes notes, mais je suis très bavarde. Il y a quelque chose en moi qui est amené à parler. J'ai parlé beaucoup plus vite que la moyenne des enfants. Ça, ma mère le dit tout le temps. Donc, je suis hyperactive. Je suis née ainsi. Donc, cette chose fait en moi que je n'avais pas un seul métier de rêve. J'avais beaucoup de métiers de rêve. Mais l'un des métiers principaux que je voulais exercer, c'était être médecin. Par la noblesse du métier, je voulais apporter en plus à ceux qui étaient malades, soigner des gens. Parce que j'ai vu mon père soigner des gens, parfois prendre en charge leur opération, lui-même payer de ses propres frais, payer leurs médicaments des personnes accidentées. Lorsqu'il est décédé, j'ai reçu beaucoup de témoignages à la maison qui sont venus, quoi. Ton père nous a fait ci, même les homonymes, il en a eu plein à cause de ça, et qui n'avaient pas forcément de moyens. Donc ça m'a mené vraiment à
aider les gens dans ce sens. À un moment donné, j'ai voulu être également journaliste. J'ai voulu être journaliste, mais je sais pas ce qui n'a pas fonctionné, mais ça s'est pas fait. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu faire tout. Mais une chose qui était sûre, c'est que je voulais toujours être ma propre patronne. Je voulais pas forcément parce que je suis tellement hyperactive que j'aurais du mal à rester dans un cadre. OK. Côté background scolaire, tu as fait quoi comme cursus? Mon parcours scolaire a toujours été atypique. J'ai été ingénieur informatique à la base. Et ensuite, pour me retrouver finalement à faire un deuxième master en finances publiques. Donc, si tu veux, je passe d'une chose à l'autre. Comme je l'ai dit, il y a cette créativité, cette envie, cette pulsion qui revient à chaque fois, qui me dit, je me lance dans ça. Peut-être qui sait, demain, je serai avocate, j'en sais rien. Oh ouais. Mais en termes de cursus scolaire, je suis d'abord ingénieur informatique. Ensuite, j'ai fait un master, donc master 2 en finances publiques. Tu sais passer en Guinée? Non. En France. Okay. J'ai grandi en France. J'ai pratiquement grandi en France. Je suis allée dans la presque dizaine en France et j'y ai grandi, j'ai fait ma scolarité. C'est maintenant que je fais de plus en plus le retour en Afrique. Mais j'ai pratiquement grandi en France. Au moment où énormément d'Africains, de jeunes, etc., font tout leur possible pour aller évoluer en Europe, toi, tu décides de revenir en Afrique. Pourquoi? C'est une excellente question. Je pense premièrement que personne, je sais que ça fait cliché, mais personne ne développera l'Afrique à notre place. C'est à nous de le faire. Et encore une fois, c'est ce sens de responsabilité qui m'amène à dire, écoute, c'est bien beau de parler de loin, bien que j'y entreprenais, bien que j'y faisais mes preuves, mais c'est encore mieux d'être sur place, quoi. C'est bien beau de parler développement africain, jeunesse africaine, mais qu'en est-il d'y être soi-même, de mettre la main dans la boue? Et à mon avis, c'est ce que font de véritables leaders. Ils ne laissent pas de loin, c'est-à-dire ils restent pas loin à critiquer les faits. Ils mettent la main dans la boue. Que ça chauffe, que ça aille bien, que ça aille mal, mais on est là, dans la danse. C'était pour moi une envie d'incarner cette exemplarité, de ce que je prône, bien évidemment. C'est même pas crédible d'être de loin, faites ci, faites ça. Aujourd'hui, en Afrique, j'ai un cabinet. Et j'ai autre chose aussi dont je décide volontairement de, pour l'instant, taire comme projet. Mais j'ai un cabinet qui fonctionne. Et puis, bientôt un centre de formation qui a pour but d'accompagner des gens qui est déjà là, mais on n'a pas forcément le local qu'il faut. Est-ce qu'il y a eu une organisation avant le retour ou bien est-ce que ça a été un retour par coup de tête? Alors, quand j'étais étudiante, je disais toujours à ma mère qu'il fallait que je fasse le retour en Afrique. Mais prenant compte de ma personnalité, j'ai pas mis 2-3 ans à réfléchir, à préparer. Je prépare très peu de choses. Sur un coup de tête, je dis je fais. Et ça marchait. OK. Et c'était quoi ta première activité qui t'a permis de gagner de l'argent? Ça, c'est une excellente question. La première activité qui m'a permis de faire de l'argent, c'est la vente des chargeurs en ligne. J'ai presque tout fait. Je prenais des chargeurs en Chine. Vous voyez des boutiques qui vendent des chargeurs et des téléphones, tout ça. Yeah. Je les faisais venir en France. J'allais voir on appelle ça des pack-pack, mais des Pakistanais, quoi. Donc, je vais voir des pack-pack. Je dis, écoute, j'ai des chargeurs de qualité. À l'époque, il y avait des chargeurs, mais c'était juste des chargeurs de 1 mètre. Donc, moi, je disais que je proposais des chargeurs de 2 mètres. Bien que ça existait, mais en France, c'était pas aussi fréquent que ça. Et je disais que ça chargeait plus rapidement. C'était 2 mètres. Donc, tu peux charger ici. Ton lit peut se retrouver de l'autre côté et tu le fais. Donc, c'était mes arguments. Et je dis que ça tient longtemps. Donc, ils décident de me faire confiance. Je parcours tout Aubervilliers. Je me rends compte qu'il y en a qui font venir déjà de manière grossiste. Donc, le poids était beaucoup plus fort que moi. Des Marocains, des Tunisiens qui étaient déjà dans le marché. Je vais à Château-Rouge, je repère quelques boutiques là-bas. Je vais dans des villes, dans beaucoup de villes dont je tairai le nom, mais en Île-de-France. Et j'essaye de proposer ça aux boutiques de pack-pack. Ils décident de me faire confiance. On commence par des échantillons. Je commence à les proposer. Quelle est la plus grande leçon que tu as appris de cette expérience avec la vente de chargeurs? La plus grande leçon que j'ai dû apprendre avec cette expérience qui est la vente de chargeurs,
c'est qu'il ne faut pas s'arrêter. En fait, véritablement, à cette époque, je cherchais même de l'expérience. Je ne cherchais pas forcément de leçons, je cherchais à faire de l'argent, c'est tout. Mais avec le temps, Mais dans le process, et avec le temps, comme tu dis, oui, bien sûr. Tu te rends compte que tu en as appris des choses. Oui, absolument. Une des choses que j'ai dû apprendre, c'est savoir négocier, parce que je me faisais avoir quand même parce que je n'arrivais pas à négocier. J'étais avec les vrais loups de ce business qui faisaient venir beaucoup de chargeurs, des tonnes et des tonnes de chargeurs en France, et je me rends compte que je n'avais pas cette capacité de négocier suffisamment. Donc il me tombait toujours dessus pour la plupart du temps, quoi. Je m'en sortais, mais difficilement. Ça, c'est extrêmement important. Quand on veut faire des affaires, il faut apprendre à négocier, il faut apprendre à parler, il faut apprendre à parler le langage des affaires. C'est extrêmement important. Puis voilà. Et première activité, vente de chargeurs. C'était quoi la deuxième activité? Poisson fumé. Ouais, je prenais des poissons fumés en Guinée qu'on appelle le konkoué, poisson-chat. Ici, il m'est même arrivé d'être en relation avec des femmes qui vendent ici des poissons-chats au bord de la mer. Oui. Et je les prenais comme ça, je les faisais partir en France. Je vendais aux familles. Je les amenais une valise, 2 valises, 3 valises. À un moment donné, je ramenais beaucoup plus de valises, parfois 10 valises carrément. Et il m'arrivait de vendre tellement que je me suis rendu compte que seule, je ne peux pas faire tout ce business. Île-de-France, ok, à l'époque, je n'avais pas spécialement de véhicule, c'était les bus ou parfois les taxis, c'était un peu difficile pour moi. Je n'avais pas forcément les moyens de prendre un mini-camion. Si, je pouvais extraire l'argent du business, mais j'en avais pas forcément envie. Donc tout de suite, j'ai décidé de faire un petit peu ce qu'on appelle le marketing de réseau dans le business. Ça peut paraître fou, mais ça marchait. Je me rendais dans les universités. J'avais, à Orléans, par exemple, j'avais une cousine là-bas. Elle aussi avait des amis là-bas. À Nantes, elle aussi, elle était connectée à quelqu'un là-bas. À Lille, j'avais des connaissances là-bas. Donc, les étudiants ou étudiantes qui quittent ici pour aller faire des études là-bas, je les permettais également de vendre ce poisson en les permettant par poisson de gagner au moins 10 ou 15 euros de plus. Je ne sais pas si tu comprends. Si, je comprends. Exactement. Bon, c'est ce que j'appelle le marketing du réseau dans le poisson. Yeah. Exactement. C'est ce tu faisais du MLM en fait. Exactement. Et mais ça marche. Tu avais ton réseau de revendeurs. C'est ça. Et c'était du gagnant-gagnant. C'est ça. Que les marges étaient intéressantes. C'est ça. Quelle est l'erreur que tu as fait dans ce business-là, de sorte que le truc ne marche plus? Si je peux me permettre d'être honnête avec vous, c'est que je n'ai pas su gérer l'argent convenablement. Je n'avais pas suffisamment de maturité émotionnelle, mais financière également. C'était quoi les achats? Concrètement, l'erreur de gestion d'argent? Alors, pour être honnête, je ne suis pas quelqu'un qui passe son temps à acheter des choses futiles, hein, c'est-à-dire... je ne vais pas acheter des chaussures, des vêtements. D'accord, j'aime bien le style et la mode, mais mon argent ne va pas là-bas principalement. Je reprenais cet argent, j'investissais dans d'autres choses. J'ai décidé à l'époque également de faire la vente de chemises, de t-shirts pour les hommes. C'est-à-dire que je ne dilapidais pas l'argent, mais je ne le mettais pas non plus au bon endroit. Mes investissements étaient plus ou moins ruinés. Pourquoi? Parce que je n'investissais pas intelligemment. C'était très différent. Donc, moi, peu importe comment j'achète des vêtements, machin, l'argent de mon business, c'est l'argent de mon business, quoi. Je ne touche pas. Mais il arrive que si tu n'arrives pas aussi à investir intelligemment cet argent, même dans un business, tu peux perdre ça. Et c'est ce qui m'est arrivé à l'époque. Et j'en ai appris, quoi. J'ai appris aussi que quand tu développes un business, apprends à te centrer dessus dès le début. Pendant au moins 1 an, 6 mois, jusqu'à 2 ans. Le temps que le business se stabilise. Une fois que cela se stabilise, tu peux te lancer bien évidemment dans un autre business. Le fait que je sois hyperactive et multipotentielle m'amène toujours à avoir des opportunités. Et ça, j'en ai beaucoup appris parce que j'ai eu à faire beaucoup d'erreurs là-dedans. Avec le temps maintenant, même quand quelqu'un arrive avec une opportunité de fou, comme je le dis, je dis non, pas maintenant. Je mets dans ce qu'on appelle boîte à idées et je me lance pas là-dedans. Est-ce que tu es déjà passé en entreprise? Si. Ok. C'était quoi l'expérience? Alors, j'ai travaillé dans une boîte de cabinet d'audit. J'ai travaillé également dans plusieurs quand même entreprises de technologie où j'ai été d'abord ingénieur informatique. Je faisais tout ce qui est développement web, front-end, back-end. J'ai également eu à travailler en tant que chef de projet parce que très rapidement, j'ai intégré l'équipe en tant que développeur full stock. Et tout de suite, je crois que le manager ou le patron de l'époque
avait repéré ma capacité managériale qui était beaucoup plus intéressante que même ma capacité en fait de développeuse. Mais je développais, mais j'étais junior, j'étais pas aussi j'étais pas j'ai envie de dire j'étais pas Mark Zuckerberg quoi, je me débrouillais. Et il a dit que toi en tant que femme surtout, et ce que je constate, je pense que tu serais mieux en tant que gestionnaire de projet, mais pour des juniors. Et c'est ainsi que j'ai commencé petit à petit. J'ai eu à gérer pas mal d'équipes comme ça, finalement. Yeah. Notre objectif cette année, permettre à 10 000 personnes de lancer et de développer leur business. Et la première étape pour y arriver, c'est d'inspirer et de motiver à travers ce podcast qui met en avant des parcours d'entrepreneurs confirmés. Et pour toi qui vas aller plus loin, nous te proposons un pack qui va te permettre de démarrer concrètement ton business et de faire tes premières ventes. Dans le pack, tu as une formation business qui t'explique de manière simple les piliers du business. Comment avoir un mindset d'entrepreneur, créer une offre irrésistible, mettre en place une stratégie de communication, élaborer un système de vente, mettre en place un système de délivrabilité, gérer les opérations, logistique, finance, ressources humaines. Dans le pack, tu as aussi un e-book avec 100 idées business rentables et faciles à lancer en Afrique. On lance ce pack Business Starter à un prix vraiment très accessible pour permettre au maximum de personnes d'en profiter. 9 900 francs CFA. L'offre est limitée, donc clique sur le lien en description pour en profiter dès maintenant. Et c'était quoi le déclic pour quitter le monde de l'entreprise et te lancer encore dans l'entrepreneuriat? La dernière entreprise pour laquelle je vais travailler, je vais taire le nom, c'est une très grande entreprise, présente un peu dans beaucoup de pays du monde. J'étais consultante. On nous amenait à consulter, que ce soit pour des entreprises et ainsi de suite. Et l'une des choses qui m'a motivée à quitter cette entreprise, c'était très bien, pour être honnête. Ouais. Mais ce qui m'a poussée, c'était cette envie d'indépendance également. Moi, j'ai toujours voulu faire les choses pour moi. Et même lorsque je travaillais ailleurs, je ne restais jamais longtemps. Ouais. J'avais le sentiment de me trahir, en quelque sorte. Je suis désolée de le dire ainsi, mais j'avais le sentiment que j'étais censée accomplir quelque chose, mais pour moi et par moi. Et j'avais l'impression de perdre mon temps. Il m'arrivait parfois, je suis là sur l'ordinateur en train de travailler, je compte. À midi, déjà, je dis, il est encore midi. Il est encore 13h. Il est encore 14h. C'est pas un bon signe. Yeah. Ouais, c'est pas un bon signe. J'étais limite malheureuse d'aller au travail. Pourtant, j'étais bien payée et j'aimais ce travail. Et moi, je suis tellement audacieuse que je suis capable de lâcher, par exemple, un job qui vaut 4-5 000 euros pour aller travailler pour moi-même et à la fin du mois me retrouver avec 1 000 euros. Yeah. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une question, c'est pas juste une question d'argent, c'est au-delà. C'est cette liberté. Je dis très souvent que tout ce que je fais dans ma vie, je le fais pour 2 choses. Ma liberté et la paix. Si ça coûte ma liberté ou ma paix, c'est beaucoup trop cher. Et ce risque, je ne le prends pour personne. Selon toi, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Tout le monde peut, mais tout le monde ne va pas être entrepreneur. L'entrepreneuriat a ses codes. Il faut s'adapter. Il faut travailler. Il faut être tenace. Il faut être prêt. Il faut aimer ça, le challenge. Et malheureusement, tout le monde n'aime pas ça. Tout le monde peut, mais tout le monde ne va pas forcément. OK. Quelle est la plus grande compétence à avoir right now pour évoluer professionnellement et même businessment parlant selon toi? La communication, dans toute sa splendeur. Pourquoi la communication? En toute humilité. Enfin, il n'y a même pas d'humilité. La communication, c'est clair. Parce que pour faire ça, déjà, il a fallu qu'on communique. Yeah. Pour qu'il filme, il a fallu que vous communiquiez. Peut-être que vous aviez un contrat entre vous. Mais pour que ça se passe, il a fallu que vous négociez, peut-être, j'en sais rien. Et la communication, pour moi, c'est la compétence qui couronne toutes les autres compétences du monde. C'est grâce à la communication qu'on arrive à prendre des décisions aujourd'hui qui vont changer la donne, la décision, les perspectives de tout un État. C'est grâce à la communication qu'on arrive à changer la vision du monde. C'est grâce à la communication qu'on arrive à bâtir. C'est grâce à la communication qu'on arrive à élever les mentalités, les consciences, changer les idéologies. C'est grâce à la communication qu'on fait énormément de choses. Je ne vois pas ce qu'il y a d'impossible avec la communication. Quelqu'un de très sage disait qu'on sait déjà qui vous êtes lorsque vous décidez d'ouvrir la bouche. C'est extrêmement important de savoir communiquer.
Parce que le monde et l'humain est contrôlé par, ou du moins, les gens vous prennent ou agissent avec vous selon la perception qu'ils ont de vous. Et cette perception est communiquée également d'une façon ou d'une autre, qu'on le veut pas. C'est la réalité. Donc, pour moi, la communication, c'est la compétence par excellence. Malheureusement encore, je trouve que c'est toujours très sous-estimé en Afrique. C'est extrêmement important. Les gens parlent très souvent de politique, mais la plus grande bataille de la politique, c'est la bataille communicationnelle. La plus grande bataille de la politique, c'est celle qui concerne la communication. Tu arrives à retorquer, utiliser, maîtriser, mieux maîtriser la communication politique. Il n'y a pas de doute que tu vas passer. La communication politique, elle peut être interne, elle peut être externe, reliant bien évidemment avec le public, mais aussi à l'interne. Il faut convaincre les gens. Par exemple, j'en sais rien, les députés à l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est de la communication. Donc, c'est une arme massive qui peut être destructive ou constructive selon ce qu'on en fait. La communication, c'est le summum de la compétence. Dans le domaine de la politique, est-ce qu'il y a un profil qui te parle bien en termes de communication? Un profil de maintenant ou d'avant? Maintenant ou avant? Alors, cette vidéo risque de choquer beaucoup de gens. Ce que je vais dire, ça risque de choquer beaucoup de gens. Mais il faut, encore une fois, prendre beaucoup de recul avec ses émotions pour comprendre ce que je veux dire. L'inspiration n'est pas synonyme de valider les idéologies ou être en accord avec ce que la personne fait. Mais en termes de communication, si l'une des personnes qui puisse être impactante, je ne vais pas parler d'inspiration, mais l'une des personnes les plus impactantes de tous les temps en termes de communication, c'est Hitler, Adolf Hitler. Je sais que ça risque de choquer beaucoup de gens. Parce que comme d'habitude, les gens sont souvent dans l'émotion. Mais comment? Quelqu'un qui a massacré les gens. J'ai pas envie de dire on se fiche de ce qu'il a fait, mais c'est un fait. Ce qui est essentiel, c'est de se rendre compte et comprendre comment un seul individu a pu influencer toute une masse, induire toute une population, et même les gens de l'extérieur, les induire à une sorte de génocide mondial. C'est-à-dire, comment une personne, comment vous acceptez, surtout vous analysez quelqu'un comme Hitler, qui vient de nulle part, arrive à induire tout le monde dans ce genre de crime humanitaire. Il faut être un génie pour faire ça. Et je pense qu'en termes de communication, c'est un des exemples les plus frappants qui puissent exister. Et si tu devais analyser un peu les techniques de com que Hitler utilisait, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Il y a tellement de choses à dire par rapport aux techniques de communication qu'utilisait Hitler. J'évite personnellement de parler de son sujet parce que c'est extrêmement sensible. Je sais pourquoi je le dis. Yeah, right. C'est sensible même en termes de loi. Hein. Il y a des gens tu peux facilement avoir des procès pour avoir dit certaines choses, surtout du côté de la France, si tu vois ce que je veux dire. Yeah, right. Et nous allons parler par exemple il s'appelle comment, du président américain. Qu'on l'aime pas, c'est également dans le même lot, même si c'est pas au même niveau. Hitler, c'est un autre niveau de la communication, d'accord? Nous allons parler, par exemple, de Donald Trump. On n'aime pas Donald Trump, mais c'est un des meilleurs communicants qui puisse exister en termes de politique. Il maîtrise la communication politique. Qu'on l'aime pas, c'est un fait, c'est une réalité qui est là. Et ils comprennent l'utilité et l'importance de nos jours des réseaux sociaux qui représentent une force, mais également une faiblesse, d'accord? C'est un couteau à double tranchant. Et quelqu'un comme lui, il comprend l'importance de la communication verbale et non verbale. Il comprend également la communication stratégique. Bon, dans la communication politique, il y a la communication stratégique. Et il comprend l'utilité de cela. Et jusqu'à voir ses faits, comment il agit aujourd'hui dans les médias. Je dis très souvent que Donald Trump est loin d'être le président le plus bête. Il fait partie des présidents les plus intelligents que je connaisse. Qu'on l'aime pas, libre à nous. Mais moi, encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans l'émotion. Je suis assez professionnelle et je suis dans l'observation. D'accord? Qu'on l'aime pas, mais c'est un fait. Sa communication a marché. Non, je me demande même, est-ce qu'il est possible d'être bête ou bien
pas intelligent est d'être le président des États-Unis. des États-Unis? Ça, c'est une bonne question. Mais en termes de communication, encore une fois, je ne vois pas de président aux États-Unis qui est aussi fort que lui. Barack Obama était... Et quand tu dis fort, c'est par rapport à... Non, pas sa faculté oratoire. Son influence communicationnelle. Sa communication politique. Je ne pense pas, vous me direz si je me trompe, mais je ne pense pas qu'il y ait eu un président qui a été aussi impactant et si solide et aussi fort dans sa communication politique comme Donald Trump. Mhm. Il y a juste qu'à regarder les faits. Il faut regarder l'histoire, analyser les faits, vous verrez. En l'occurrence, quand on parle de l'éloquence, il y a Barack Obama qui, pour l'instant, je ne vois pas quelqu'un qui se met clairement au-dessus de lui. Et même l'art de la prise de parole en public, c'est bien. Mais ça a ses limites face à la communication politique. C'est beaucoup plus que de belles phrases alignées. C'est beaucoup plus qu'un beau discours. Ça peut jouer. C'est extrêmement important. Ça représente à peu près 50%. 50 à 60%. Je dirais 50% pour pas. Mais la vraie communication, elle est aussi subtile. Elle est aussi tout ce qu'on ne voit pas derrière. Elle est aussi les simples faits. C'est des gestes. C'est un regard de travers. C'est une façon de serrer les poignées de main. C'est une façon de plier, par exemple, les chemises. C'est une façon de se tenir. C'est un sourire de travers. C'est, j'en sais rien, un geste humain, humble. J'en sais rien. Mhm. Et c'est pour ça que je vous invite à lire également le livre La propagande, qui est un des livres, je dirais pas meilleur livre parce que je reste assez subtil là-dessus, mais qui reste un des livres qui explique assez souvent la psychologie de masse, la psychologie humaine, comment ces hommes puissants ou les nations ou les gens utilisaient de la propagande en fait en leur faveur. D'accord ? Il y a qu'à voir également le cas de Kadhafi, comment ils ont usé par moments de la propagande pour... L'histoire retrace toujours les faits, il suffit simplement d'être regardant. Oui. Et on a parlé d'un profil en Europe, un profil en Amérique. Est-ce qu'il y a un profil en Afrique qui te parle de communication? En termes de communication politique ou en termes d'éloquence? De communication en général. Quelqu'un qui est très bien, qui est très bon, on va dire. Alors, nous allons prendre l'exemple tout simplement du président de l'Assemblée, Ousmane Sonko, qui est quand même qui est le GOAT de la communication aujourd'hui, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, libre à nous. Mhm. Et j'ai envie de dire, c'est un exemple palpable de communicant par excellence, tant dans sa faculté oratoire, mais tant également dans sa stratégie, que ce soit sur les réseaux sociaux. D'accord, j'ai parlé de communication interne et externe, mais l'une des communications également qui prime le plus aujourd'hui, c'est à travers les réseaux. Et certains l'ont compris et utilisent cet outil à leur faveur et ça marche. Mhm. Donc, je pense que c'est un bel exemple également de bons communicants politiques. Ça veut simplement dire qu'on arrive à convaincre. On peut convaincre. Pourtant, on n'a pas forcément raison sur un fait. J'ai envie de dire, savoir communiquer, ça a des objectifs. Il faut savoir atteindre sa cible. Maintenant, que ça soit enduit d'une bonne moralité ou pas, libre à nous. Que ça soit vrai ou faux, libre à nous. Et le rôle d'un communicant, c'est pas de toujours dire la vérité. C'est d'atteindre sa cible. Voilà, c'est d'influencer et d'impacter, qu'elle soit bonne ou mauvaise. OK. Et quand on parle de prise de parole en public, tu abordes beaucoup ce sujet. Mhm. J'imagine qu'il y a des principes Mhm. pour faire une très bonne prise de parole en public. Est-ce qu'il y a un certain nombre de principes à respecter pour faire une très bonne prise de parole en public? Il y a beaucoup de choses à respecter quand on veut devenir un très bon communicant, notamment dans la faculté oratoire. La première chose, c'est de nous assurer de dire notre vérité. C'est extrêmement important. Tout à l'heure, avant qu'on ne fasse ce que nous sommes en train de faire, je te disais que c'est extrêmement important pour moi de parler avec le cœur. Raison pour laquelle parfois les gens peuvent me trouver un peu brutale dans ma façon de parler. Ce n'est jamais imbibé d'une mauvaise intention. En l'occurrence, quand je parle ou que je m'exprime, je le fais toujours sachant que cela vient de mon cœur. Et tu le sais maintenant tout bien que moi, que après plusieurs moments passés derrière ton micro, parfois, tout ce qui vient de notre cœur n'est pas forcément toujours filtré. Est-ce que je suis d'accord? Yeah. On fait l'effort
d'essayer de filtrer. Mais de mon expérience, toutes les fois où j'ai posté des vidéos qui ont fait énormément de buzz, qui ont fait énormément de vues, d'impact, très souvent, à 80%, 90%, ce sont des vidéos qui viennent du cœur. Je m'assois, je dis, bim, je réfléchis. Je note même pas. Je suis l'une des rares personnes qui note des scripts. Je fais pas ça. Ceux qui ont travaillé avec moi peuvent en témoigner. Je fais très rarement de script. C'est avec le temps que je me rends compte que je suis de plus en plus suivie. J'ai beaucoup de gens qui me portent confiance. Donc, je peux plus fonctionner au freestyle. Je suis très spontanée de nature. J'aime parler avec le cœur. Et ça, c'est très bien, mais ça a également beaucoup de répercussions. Parce que parfois, tu dis des choses, tu dis, j'aurais dû dire de cette façon. Donc, le premier principe ici, c'est la vérité. Dire sa vérité. Et quand il faut parler pour dire sa vérité, il faut que ça vienne du cœur. Mais attention, réanalyser à plusieurs reprises dans votre tête avant de sortir. Il y a un principe qui est très simple. Il faut tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de la sortir. À un moment donné, je ne parle pas forcément de quelqu'un qui communique pas bien, mais quelqu'un qui est leader d'opinion. Toute personne qui se retrouve aujourd'hui devant la masse à parler, leader d'opinion, donner des idées, guider les gens, tu vas sauf que faire des erreurs. C'est inévitable. Mais assure-toi de prendre toujours garde à ce que tu dis. Parce que les erreurs, on peut pas finalement les éviter. On peut éviter beaucoup d'erreurs, mais on fera des erreurs. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait. Et c'est ce que je dis très souvent, même dans mes prises de parole en public. Parfois, les gens me trouvent assez brutale dans ma façon de parler. Je ne suis pas péjorative, hein, mais d'après les anglophones, I don't beat around the bush. Je dis les choses comme c'est. Quand c'est blanc, je dis que c'est blanc. Quand c'est noir, je dis que c'est blanc. Mais je comprends que ça puisse heurter parfois la sensibilité de certaines personnes. Et mon travail en tant que communicante et éducatrice, ce n'est pas de dire simplement ce que j'ai envie de dire, c'est de prendre également en compte la sensibilité de ces personnes. Donc, c'est bien de dire sa vérité, mais prenez toujours en garde la sensibilité de ces personnes. Principe 1, dire la vérité. Exactement. Ça a été très difficile pour moi comme exercice. Ça l'est toujours, mais j'essaye beaucoup de travailler dessus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, assure-toi d'avoir toujours une raison de parler. Mm-hmm. Le problème, c'est que beaucoup de gens, quand ils parlent, they are not attractive, comme je le dis. Ça, c'est parce que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous êtes censé faire. Quand tu veux t'exprimer aux gens, dès le début, you have to figure out qu'est-ce que je suis censé dire aux gens. Pourquoi je suis là. Moi, j'ai une ligne éditoriale très claire dans ma tête. Ma vision, bien sûr, c'est d'éveiller les consciences. C'est parler, travailler, aider les gens à travailler leur communication. Mais ma plus grande mission n'est pas derrière l'oratoire. Ça n'a jamais été l'oratoire. Je le savais dès le début. Mais c'était un chemin, parce que je vois que les gens admiraient comment je parlais. Je me suis dit, bon, je vais emprunter ce schéma, et petit à petit, comme ils admirent ma façon de parler, je vais ouvrir la brèche, leur parler d'éveil de conscience. L'éveil de conscience, c'est de les amener à réfléchir, les proposer des choses. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours raison ou tort, mais c'est dire, regardez aussi cette façon de faire. Il y a aussi cette façon de faire qui existe. Donc, en résumé, trouvez une raison pour laquelle vous souhaitez parler. Quand on prend Thomas Sankara, il parlait, il était écouté, mais parce qu'il avait un objectif derrière. Il avait une raison pourquoi il parlait. Il avait un why derrière. Quand on prend aujourd'hui, j'en sais rien, j'ai plus les anglophones que les francophones, mais toute personne qui parle doit avoir un objectif bien précis. C'est pas, elle parle bien, elle a fait l'oratoire, ça a marché, donc je me lance dedans. Si tu te lances dedans, tu vas te cogner contre un mur, parce que ça fonctionne pas ainsi. Et la troisième chose ici qui est extrêmement importante, c'est la faculté d'apprendre constamment. L'apprentissage vous donnera des mots. La lecture, notamment, vous donnera des mots, des vocabulaires. Ça donnera un sens à vos idées. La lecture représentera un pont entre vos idées et votre langage. La lecture vous donnera des mots, des liaisons. La lecture vous donnera des histoires. Ça vous donnera l'expérience. Ça vous donnera le vrai sens du thème. C'est-à-dire que la lecture est capable de développer votre mental. Et pour parler, il faudrait que vous soyez aligné avec ce qu'il y a dans votre tête. Vous ne pouvez pas l'avoir comme par magie. Il va falloir que vous appreniez suffisamment. Cet apprentissage va relier les idées à l'expression. Donc, on a 3 principes que tu viens de nous partager. Mm-hmm. La vérité, dire la vérité, avoir une raison de parler et toujours apprendre. C'est ça. Regarde, malgré tout ça, même après énormément de formation, de prise de parole, même après la préparation, etc., c'est compliqué de démarrer une prise de parole sans avoir peur. Est-ce qu'il est possible
de faire de sorte de ne plus avoir peur quand on démarre une prise de parole? Ou bien est-ce que c'est juste quelque chose que l'on gère? De mon expérience, je comprends une chose concernant la peur. Et ça, nous n'allons même pas parler de la peur de la prise de parole en public. Nous parlons de la peur en général. L'être humain a peur de tout ce qu'il ne maîtrise pas. Je répète, l'humain a généralement peur de tout ce qu'il ne maîtrise pas. Pourquoi avons-nous, pour la plupart d'entre nous, avons-nous très souvent peur de la sorcellerie? Parce que nous ne sommes pas des sorciers. On ne sait pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'un sorcier aurait peur de la sorcellerie? Je ne pense pas. Pourquoi avons-nous peur de la nuit? Parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer dans la nuit. Il y a beaucoup de dangers. Pourquoi avons-nous peur de l'océan? Parce que c'est beaucoup trop sombre, c'est mystérieux. On ne sait pas ce qui se passe. Right. Donc ça, c'est un principe fondamental et humain. L'être humain a peur parce qu'elle ne le maîtrise pas. À chaque fois que vous avez peur d'une situation, d'une personne, de perdre votre mari, de perdre votre femme, de ne pas pouvoir parler, de perdre quelqu'un, simplement parce qu'il y a un mystère derrière que vous ne comprenez pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour ne pas avoir peur de la chose, ici on ne parle pas encore une fois de l'oratoire, mais des choses en général, c'est de décortiquer à comprendre la chose. C'est un principe très simple de vie. Lorsque quelque chose te fait peur, affronte cette peur. Et l'affronter cette peur, ça explique qu'il faut décortiquer pour la comprendre. Et lorsque vous la comprenez, essayez de la maîtriser. Jusqu'ici, à travers mon explication, j'imagine que tu saurais me dire dans ce cas-là, comment faire pour vaincre la peur de parler en public. Vaincre la peur de parler en public, c'est premièrement comprendre ce que c'est. La psychologie derrière la peur de parler en public. Ça peut être un rejet de l'enfance. À chaque fois quand vous dites à vos enfants, taisez-vous, ne parlez pas, vous les amenez à réprimander leurs pensées, leurs idées et leur façon de communiquer. C'est pas bon. C'est pas bon de dire à un enfant, tais-toi. C'est moi qui parle et puis c'est ça. Laissez toujours aux enfants s'exprimer. Ça cause beaucoup de blessures d'enfance en vos enfants, qu'on vous le dise ou pas. La seconde chose ici, c'est de comprendre comment vaincre cette peur. Vaincre cette peur, ça commence par prendre part de cette peur. Et la meilleure façon de prendre part de cette peur, c'est d'affronter la peur. Comment affronter la peur? C'est d'aller vers ça. Lorsque tu penses que tu as peur de parler en public, commence à parler en public. Fais-le tous les jours. Lorsque tu as peur, par exemple, d'aller courir des marathons avec les gens, pour la première fois, c'est ta phobie de le faire. Pourquoi tu as peur? Parce que c'est ta première fois de le faire. Si tu le fais une année, deuxième année, tu le fais, troisième année, tu le fais. À la quatrième année, est-ce que tu auras peur? Simplement parce que tu auras compris déjà, tu connais les process, tu as vécu déjà. Donc, je n'ai pas de remède miracle à donner aux gens. C'est d'affronter la peur. Aller prendre la parole en public, monter dans les lives TikTok, parler aux gens, aller dans les conférences, poser des questions, lever la main, aller dans votre université, parler aux gens, créer un compte YouTube, j'en sais rien, exprimer tout ce qui vous passe par la tête, aider les gens, parler. Vous avez certainement quelque chose. Personne n'est sans rien. Nous avons tous quelque chose. Exprimez cela. Je n'étais pas aussi bonne qu'il y a 2-3 ans quand j'ai commencé à parler sur Internet. Et de fil en aiguille, de jour en jour, je m'améliore. Pourquoi? Parce que j'affronte tous les jours cette peur. C'est tout simplement ça. Et en termes de prise de parole, on parle beaucoup de charisme. Comment est-ce qu'on développe le charisme? Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou bien est-ce que c'est quelque chose qui peut être développé? Ça, c'est une excellente question. Je parle toujours selon mon expérience. Je pense qu'avec une analyse assez approfondie avec le temps, se remettant bien évidemment au-dessus des bruits des réseaux sociaux, parce qu'on voit très souvent sur dans les publications, le charisme, c'est savoir se brosser les dents le matin. Le charisme, c'est savoir se tenir, s'arrêter devant son miroir et dire combien de fois on est belle, mais c'est pas ça le charisme. Je pense qu'avec le temps, je comprends une chose, le véritable charisme, c'est lorsque la tête, le corps et l'âme sont alignés. Ouais, la tête, le corps et l'âme sont alignés. Pour moi, le véritable charisme, ce n'est même pas un fait, ce n'est pas une formule en tant que telle. Pour moi, le véritable charisme, c'est une énergie. Le charisme ne se voit pas en tant que tel. Le charisme se ressent. Le charisme se ressent selon l'énergie que la personne dégage. Le charisme se ressent, encore une fois, selon l'énergie que la personne va dégager. Il y en a qui se permettent d'appeler ça l'aura.
Est-ce que c'est l'aura? Je ne saurais vous le dire. Mais je sais que le charisme, c'est quand l'esprit, le corps et l'âme sont en alignement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le charisme ne se travaille pas de l'extérieur, ça se travaille de l'intérieur, à travers l'énergie qui nous anime. Vous n'avez-vous jamais remarqué que lorsque vous prenez l'ascenseur, il y a de ces personnes, lorsqu'elles rentrent dans l'ascenseur, vous ressentez tout de suite qu'il y a quelqu'un. Il y a de ces gens qui vont rentrer et passer inaperçus. Et ça les arrange. Il y en a qui aiment passer inaperçus. Moi, je suis à un stade de ma vie où parfois, pas tout le temps, mais parfois, j'aimerais bien passer inaperçu. Parfois. Surtout au vu de tout ce que je fais maintenant sur les réseaux. Parfois, j'aimerais... Déjà, je suis très grande et ça me rend pas toujours faveur. Ça me rend pas toujours service. Et tout de suite, ça se ressent. Et l'une des erreurs que les gens commettent également, c'est de penser que on est charismatique parce qu'on est grand ou grande. Ça n'a rien à voir. Je connais des gens qui sont grands, qui sont très grands quand ils marchent, on dirait. C'est pas vraiment ça le charisme. Le charisme, c'est une énergie qu'on cultive déjà. On va pas non plus cracher dans la soupe. Je pense que cette énergie peut émaner de Dieu. Je suis très croyante, comme je l'ai dit. Il y a des gens qui naissent avec cette énergie très attractive, ce magnétisme. Maintenant, ça s'entretient. Ce magnétisme qu'on appelle encore l'aura s'entretient. Il y a des gens qui naissent avec ça. C'est une réalité qui existe. Je ne vois pas pourquoi les gens ne disent pas souvent. Le charisme ne se travaille pas toujours. Enfin, je veux dire, ça s'entretient. C'est comme un noyau que Dieu décide de planter en toi. Si tu l'entretiens pas, ça se sombrit et ça se souille finalement. Parce que l'aura, l'énergie que nous avons se souille. Elle se souille à travers les choix que nous faisons. Ça se souille parfois avec la sexualité, avec des personnes non appropriées. Ça se souille avec parfois l'abus de certaines substances comme l'alcool, la drogue. Je vois pas quelqu'un qui abuse de la drogue tout le temps et qui est bien charismatique avec une belle aura et une belle énergie. Peu importe comment tu es bien en termes de corpulence, d'enveloppe physique, mais si tu te souilles l'âme, d'où le fait que l'équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit doivent être très équilibrés pour avoir finalement ce charisme. Donc ce sont des choses qui vont souiller ton âme. Et si l'âme est souillée, même si ce noyau à la base est planté en toi, ça devient très difficile d'avoir cet éclat finalement. Et une chose que je comprends également avec le charisme, ça va peut-être sembler assez bizarre ce que je dis, le charisme, parfois, émane de l'énergie et de l'aura que nous avons. Et cette aura, ce magnétisme, cette aura que nous avions, parfois peut devenir assez forte selon la qualité. C'est bizarre ce que je vais dire, j'aime pas parler comme ça, mais c'est vrai. Je veux dire, ça brille selon la qualité de votre cœur, la pureté de vos intentions. Je sais que j'ai l'impression d'être dans un cours spirituel. Je vous donne l'impression d'être dans un cours spirituel, mais c'est selon mon expérience, encore une fois. Toute âme qui est souillée, l'âme souillée, ce n'est pas forcément des substances que tu prends ou la sexualité non appropriée. C'est aussi la pureté de tes intentions. C'est aussi la pureté du cœur. Cette pureté du cœur émane d'abord de tes pensées, de la qualité de tes pensées. Ta façon de réfléchir, ta façon de penser selon toi, vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres, va influencer tes émotions. Ces émotions se transformeront en énergie. Cette énergie va influencer automatiquement sur ton champ vibratoire qui est ton aura. Cette aura va soit attirer ou repousser les gens selon la qualité de tes pensées. Et c'est ça qui va se transformer et dégager cette énergie finalement de champ qu'on appelle le charisme. Jusqu'ici, est-ce que je me fais comprendre? Yes, Donc c'est extrêmement important, la pureté du cœur. Aujourd'hui, on enlevait la spiritualité de Fanta, on enlevait tout ce qui est spirituel de Fanta, on mettait ça de côté, il resterait quoi? Rien. Donc c'est tout à fait normal de parler de spiritualité parce que moi je trouve que c'est la base. Ouais. Et je pense qu'avec Mohamed on a eu à faire une compilation spiritualité de ce podcast. Et j'ai fait la remarque que les personnes qui ont réussi à atteindre un certain niveau ont un côté spirituel qui est très fort. Donc, voilà. You're welcome si tu nous parles de spiritualité. Et je pense que l'audience, ils vont aimer. Ouais, je l'espère. Yeah. Moi, je suis profondément spirituelle. J'aime pas forcément animer toutes mes conversations de ça. Yeah. Parce que je peux comprendre que ça peut forcément saouler certaines personnes. Ah, elle est trop... Non.
Ça, je veux dire, nous sommes constitués de Si ça. c'est toi, c'est toi. Parce C'est que ça. comme on l'a dit, en fait, Exactement. tu aimes être toi-même, tu aimes être vrai. Exact. Et puis, Exactement. ceux qui sont alignés avec toi, parce que l'objectif, est-ce que l'objectif quand tu parles, c'est que forcément tout le monde t'écoute? Est-ce que l'objectif quand tu parles, c'est que forcément tout le monde soit d'accord avec Non, l'objectif est que tout le monde m'écoute, mais pas que tout le monde soit d'accord avec moi. Je me suis désolidarisée de cette idée. Parce que pourquoi? C'est une belle façon d'être malheureuse. Quand tu décides de parler aux gens, sois en accord et en harmonie avec le fait d'être en désaccord avec certaines personnes. Maintenant, ceux qui sont pas très matures émotionnellement vont en utiliser comme de l'animosité contre toi. Mais savoir que nos divergences d'idées ne font pas de nous des ennemis, je pense que c'est la plus belle forme de maturité qui puisse exister. Donc, tu peux ne pas être d'accord avec moi parce que c'est normal, parce que c'est la limite de ma compréhension ou c'est la limite de ta compréhension. Je pense que c'est humble également de respecter le point de vue de l'autre, ne pas être d'accord, mais le laisser faire parce que c'est son point de vue. Je pense que c'est une forme d'humilité également. Ah, peut-être qu'elle n'a pas compris. Un jour, elle le comprendra. On l'espère. C'est tout. Une bonne partie des gens qui arrivent à atteindre un certain niveau de succès dans leur vie, parfois ont ce qu'on appelle un unfair advantage. Un avantage, un certain avantage que les autres n'ont pas. Mais c'est un avantage qui joue en leur faveur. En leur faveur. OK? Pour un basketteur, tu peux voir quelqu'un qui est très élancé. Ça peut l'avantager. Et dans le domaine de la communication, quand on a un certain physique, on sait que ça peut t'avantager. Ça, c'est clair. OK? Selon toi, à quel niveau ton physique t'avantage? Si tu devais donner un certain pourcentage, à quel niveau est-ce que ton physique t'avantage? Je vais être honnête avec vous, mais je me suis tellement battue avec cette idée de... Elle est jolie, c'est tout. C'est pour ça qu'on l'écoute. J'en ai tellement entendu ça alors que je travaille comme tout le monde. J'ai pas besoin de le dire, mais ça se voit. Yeah. Mais pour être honnête, je rends grâce. Je rends grâce pour le fait que j'ai quand même le physique assez imposant. J'ai cette apparence assez imposante. Je ne le fais pas exprès. Je ne le fais pas pour intimider les gens. Mais voilà qui je suis. Je pense que ça s'explique par le fait que je sois grande déjà, comme les belles femmes sénégalaises qui sont là. Hein. Je suis assez grande et je suis imposante, pas en termes de caractère. Oui, quelquefois dans les domaines comme les affaires. Quand il s'agit du professionnel, je suis assez imposante aussi. Mais physiquement, je m'impose, j'impose cette présence. Je pense que ça joue à ma faveur. Est-ce que c'est la beauté exactement? Je sais pas, je ne pense pas parce qu'il y a des filles beaucoup plus jolies que moi. Et ça, je n'en dis combien même pas. Donc, je pense que ce n'est pas juste... Peut-être que ça peut jouer, mais je pense pas que ça soit juste la beauté. Je pense que c'est plus la présence qu'autre chose. Au début de mon parcours entrepreneurial, j'avais énormément de mal à vendre. Même avec des offres simples, c'était difficile. Aujourd'hui, avec notre agence, nous signons des contrats qui dépassent les 50 millions de francs CFA. La différence n'a pas été le talent, la différence c'est que j'ai appris à vendre. La vente n'est pas un don, c'est une compétence qui s'apprend. C'est exactement ce que je t'enseigne dans la machine à vendre. Un programme complet qui va t'apprendre à mettre en place un système pour convaincre sans manipuler, comprendre la psychologie du client, anticiper les objections, vendre sur les réseaux sociaux et transformer davantage de prospects en clients. Si tu veux développer ton chiffre d'affaires et vendre avec confiance, cette formation est faite pour toi. Le prix est actuellement à 29 900. Clique sur le lien en description pour démarrer dès maintenant. Tu crées du contenu depuis combien de temps? Depuis 2023. 2023. Fin 2023. OK. Quelle est l'expérience la plus sombre que tu as vécue dans la création de contenu? Dans la création de contenu éducatif, une des expériences les plus sombres que j'ai vécues, c'est, je dirais pas sombre parce que ça sent affectif, comme si ça m'avait affecté en quelque sorte. C'est pas forcément, si c'était le cas, je suis assez franche pour le dire, mais c'est pas forcément le cas, mais c'est l'incompréhension. Quand je dis l'incompréhension, ce n'est pas l'incompréhension inintentionnelle. C'est l'incompréhension intentionnelle. C'est-à-dire que les gens décident de déplacer tes propos ou de changer complètement en guise d'animosité à ta personne, vis-à-vis de ta personne. C'est-à-dire que on retorque ta façon de parler, on retorque ta communication
on décide de voir un autre angle. On voit clairement qu'il y avait une bonne intention derrière, mais on décide de te donner une mauvaise intention dans le but de te peindre, te catégoriser ou simplement te coller une étiquette ou une mauvaise réputation carrément. Ça me désole. Parce que je pense qu'après tout, je ne le mérite pas. Je pense que je me donne assez de mal et je fais de mon mieux quand même pour apporter en plus, ne serait-ce qu'un petit plus à la jeunesse, notamment africaine. Je ne suis pas en train de m'apitoyer sur mon sort, je déteste ça. Mais je pense que tout comme moi ou beaucoup de gens d'ailleurs, nous méritons pas ça. On mérite beaucoup mieux. Si on nous aime pas, c'est pas grave, mais il faut au moins nous respecter. Ne serait-ce que pour le travail qu'on abat pour certaines personnes. Peut-être que toi, ça te sert pas, mais ça peut servir à quelqu'un. Ça peut servir même à ton enfant, tu vois. Parce que je ne fais pas simplement des contenus pour faire des contenus. Je fais des contenus éducationnels. Je prie Dieu que j'ai longue vie, mais si Fanta n'est pas là aujourd'hui, demain, ces contenus seront regardés dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20, 25 ans, dans 100 ans, si YouTube existe encore. Donc, je pense que je suis en train de bâtir quelque chose. Je suis en train de bâtir ce qu'on appelle de l'héritage. Et je pense que rien que pour ça, je sais que les critiques, il y en aura toujours. Parfois, la méchanceté gratuite, il y en aura toujours. Et ça, je l'accepte. C'est aussi, comme ma mère me le disait ce matin, ça fait partie de la vie. J'ai une maman assez forte quand même. Je lui fais un clin d'œil. Elle ne s'apitoie jamais sur son sort. Elle est extrêmement confiante comme femme. Elle me dit, ça, ce n'est que le début. Tu verras encore pire que ça. Ma mère, c'est elle qui... D'habitude, c'est les mamans qui disent, non, ça va aller. Elle me dit, il faut être forte parce que ça va être pire que ça. Et du coup, ça, je comprends. Mais je pense que ni moi, ni beaucoup de personnes ne méritons pas ça. Ceux qui prennent leur temps de créer du contenu, ne serait-ce que pour vous divertir, ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas ça. Je pense que c'est ça qui... Mais il y a une chose avec moi, c'est quand ça fait mal que j'ai la niaque d'aller encore plus. Je renais de mes cendres. C'est pour ça que je vous disais que j'ai l'impression d'avoir ce côté commun avec mon père. C'est quand ça me fait mal que j'ai la rage encore plus. Donc, mais tout le monde n'a pas forcément ma force mentale ou voilà. Comment est-ce que tu fais pour gérer une vague de négativité? Pour être honnête, la négativité, j'en ai pas beaucoup eu sur les réseaux. J'ai quand même la chance d'avoir une belle communauté, des gens qui m'apprécient, qui m'applaudissent, qui m'encouragent. Mais c'est ces derniers temps, surtout récemment, que j'ai commencé à faire le retour en Afrique, entre l'Afrique maintenant et l'Occident. Mais je viens de plus en plus en Afrique. Et c'est depuis ça que j'ai commencé à constater que finalement, tu vis plus dans le monde de bisounours. C'est fini, ça, quoi. Et ça m'a un petit peu peiné parce que je me dis que le monde était tellement beau ainsi, pas de problème, mais tu as ce sentiment de déranger un peu. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Et comment est-ce que je gère? Je gère pas. J'ignore. J'ignore parce que j'ai du travail. J'ignore parce que j'ai une vision, j'ignore parce que les gens me suivent, qui me font confiance. J'ignore parce qu'ils ne méritent pas que je m'attarde sur ces choses. Ils méritent qu'on aille beaucoup plus loin. J'ignore parce que la jeunesse, sans prétention, bien évidemment, il y a beaucoup de la jeunesse africaine qui compte sur moi. Et ça de partout, commençant par mon pays, que j'appelle affectueusement la Guinée, République de Guinée, le Sénégal, dans beaucoup d'autres pays, et même en Occident. Donc, ils ne méritent pas que je m'attarde sur des détails. Ils méritent qu'on bâtisse ensemble des visions. Et ça ne pourrait se faire que lorsque je me mets au-dessus de cette vague de négativité. Parce que la négativité attire tout simplement la négativité. Et pour voler beaucoup plus haut, sans prétention, bien évidemment, il va falloir relever le niveau encore une fois, se mettre au-dessus de ça. Tu accompagnes pas mal de jeunes à décrocher un emploi. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que les jeunes font et qui les empêchent de décrocher un job? Les erreurs les plus fréquentes que je remarque lorsque j'accompagne des jeunes, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un programme du nom de GBA Elite Corps. GBA Elite Corps, c'est un programme qui vise à donner de l'espoir aux jeunes qui ont perdu de l'espoir, qui ont leur CV sous le lit, qui sont en train de chercher constamment du travail, mais qui n'en ont pas forcément. Et c'était pour moi une façon de dire, hey, I got your back. J'ai pas beaucoup de choses. Je n'ai pas 10 entreprises. Je peux même pas tous vous embaucher pour l'instant. Mais c'est une façon de dire que je chemine à vos côtés. Je suis là, je vais vous donner de l'espoir. J'accompagne ces jeunes.
Je les forme pendant 6 semaines. Et avec le temps, je me rends compte que même 6 semaines, c'est petit. Raison pour laquelle je suis en train de chercher un endroit pour former ces jeunes. Ils ne payent presque rien, à part leurs frais d'inscription. Donc, mes frais de formation, ils ne payent absolument rien. Je les forme, je les prépare au mieux. Je les propose aux entreprises. Écoutez, vous cherchez des jeunes. Mais le problème avec vous, c'est que vous prenez très souvent des jeunes qui sont que des stagiaires. Pourquoi? Parce que la compétence n'y est pas. Je les comprends aussi tout à fait. Il faut bien que cela soit il faut bien que le pont entre les études, l'université et l'employabilité, c'est-à-dire l'emploi, le monde du travail, soit solide. Si le pont n'est pas solide, ils peuvent pas se faire confiance. Et moi, en quelque sorte, je me joins à ceux qui sont en train de bâtir ce pont pour servir encore une fois de cette solidité. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place ce programme. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ma première promotion a terminé. Nous allons même faire les remises lorsque je serai en République de Guinée. Et puis de là, avec le temps, je me suis rendu compte également que des jeunes que je forme, il y en a qui ont des profils d'entrepreneurs. Et ça, ils le savent même pas. J'ai été obligée, dans le groupe là, de piocher des gens pour qui j'ai carrément payé d'autres formations, par exemple en montage vidéo, tout ça. Cadreur, montage vidéo, pour qu'ils fassent des choses impeccables. Et ils s'en sortent vraiment bien. Et ils vont commencer, dès mon retour, ils vont commencer ça parce que j'ai trouvé un formateur pour eux. Donc, moi, je pense que c'est ma façon de contribuer. Et l'une des erreurs que je remarque de la part de ces jeunes, en soi, ils sont pas à blâmer. C'est parfois des gens qui ont perdu l'espoir. C'est des gens they're hustling. C'est pas évident. Et la doléance que je pourrais faire à l'égard de nos autorités, de nos États, c'est de considérer leur cas. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à gérer, je sais que c'est pas évident, mais c'est de se dire qu'après tout, c'est la relève de nos différents pays africains. Il faut qu'on fasse face à eux. Moi, j'ai pas forcément tous les moyens aujourd'hui d'aider toute la jeunesse. Si j'avais la capacité et la possibilité, j'aurais porté tout le monde sur le dos, mais je peux pas. Je peux pas. Rien qu'apprendre ces gens, il a fallu que je fasse partenariat avec des entreprises, des espaces de coworking pour les avoir, pour les recevoir. Je suis même en train de chercher un local pour les héberger, pour les former là-bas. Mais tout ça coûte de l'argent, coûte de machin. Mais j'ai un projet, j'ai une vision, je me suis engagée auprès de ces jeunes. Ils ont certes pas grand-chose aujourd'hui, peut-être que demain ils seront reconnaissants, j'en sais rien. Mais au moins je contribue d'une façon ou d'une autre à l'évolution, l'émancipation et le développement africain. Mais seul, en tant qu'individu, je peux pas tout faire. On a besoin encore une fois de l'État. Je sais qu'ils essayent tant bien que mal de faire de leur possible, mais qu'ils ne se fatiguent pas, qu'ils ne s'arrêtent surtout pas, parce qu'on a besoin d'eux. Yeah, great. Imagine, tu as un petit frère, une petite sœur à qui tu voudrais confier des tips pour décrocher beaucoup plus rapidement un job. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Premièrement, je dirais fake it until you make it. Quand tu vas devant un employeur ou que tu vas devant un recruteur, il faut lui faire comprendre que son entreprise, pour la survie de son entreprise, ta présence requiert. C'est-à-dire que pour que son entreprise se passe bien, bien évidemment sans prétention, ne tombez pas dans l'arrogance, mais c'est la confiance tout simplement. Soyez tellement confiants. Laissez-moi vous dire une chose, en termes de recrutement, les recruteurs ou les employeurs, j'emploie des gens et je sais, j'ai tendance à faire confiance aux jeunes les plus confiants. Je peux prendre quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de compétences. La confiance qu'elle va dégager, l'assurance qu'elle va imposer, tout de suite m'inspire à suivre la personne. Et je sais pertinemment qu'elle peut ne pas être assez confiante. Mais son assurance, ça m'aide. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, assurez-vous de comprendre l'entreprise. Beaucoup de jeunes aujourd'hui vont chercher de l'emploi, mais ne connaissent même pas. Ah, j'ai entendu que vous cherchiez de l'emploi. Vous savez ce qu'on fait? Non, bon, vous pouvez m'expliquer. Attends, comment je suis censée? Tout ça, c'est dans le cadre de l'assurance et de la confiance. La confiance se crée à travers la connaissance. C'est-à-dire, il faut montrer que tu connais pertinemment l'entreprise. Même pas tout, mais le nécessaire. D'accord? Et deuxièmement, c'est de savoir se présenter au minimum, savoir se vendre. Yeah. Ouais, c'est extrêmement important. Savoir se vendre. On a parlé de communication et là, on parle de vente. C'est quoi la relation entre la communication et la vente? Nous communiquons pour deux raisons. On communique soit pour amener les gens à faire ce que nous voulons qu'ils fassent, ou nous communiquons pour les amener à penser ce que nous voulons qu'ils pensent. Action or perception. On communique pour amener les gens
à faire ce que nous voulons qu'ils fassent. Ça, c'est prendre de l'action. Okay. Nous communiquons pour amener les gens à penser ce que nous voulons qu'ils pensent. Ce sont les deux raisons pour lesquelles l'être humain communique. En dehors de ça, il n'y a aucune autre raison. Je lance le défi à n'importe quelle personne de me prouver le contraire. Ça n'existe pas. Il y en a qui vont dire, oui, mais pour vendre, oui, mais pour... Non, c'est ça. C'est ces deux catégories-là. C'est les raisons pour lesquelles l'être humain communique. Ça, c'est la première chose. La vente est beaucoup plus aiguisée. La vente fait partie de la communication, mais elle est beaucoup plus profonde que ça. Avec la vente, on va parler plus de technique. Avec la vente, on va parler beaucoup plus de pratico-pratique, c'est-à-dire un objectif à viser et atteindre. D'accord ? Avec la vente, on parle plus de conviction. Avec la vente, on va plus, quand je dis conviction, bien évidemment, convaincre. Avec la vente, on va plus parler également de technique, tout simplement. Avec la vente, on va plus parler aussi d'argent. Yeah. Sauf que la communication, le but n'est pas toujours l'argent. Mais dans la communication, dans la vente, très souvent, c'est l'action qu'on veut que la personne prenne derrière. Alors que dans la communication, on veut que la personne prenne de l'action ou on veut que la personne change d'idéologie ou encore change de perception. Je ne sais pas si c'est clair jusqu'ici. Yeah. Ouais, voilà. Tu viens de parler d'argent. Est-ce que tu es, financièrement parlant, est-ce que tu es satisfaite right now de là où tu es? Pour être honnête, j'aime pas trop parler d'argent. Je suis très free avec l'argent, hors caméra bien évidemment. Je suis le genre de personne qui peut te parler de mes chiffres d'affaires ou de ce que je gagne. Non, j'ai aucun problème. Je suis très ouvert d'esprit par rapport à l'argent. Je ne suis pas cachotière vis-à-vis de l'argent. Mais avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de sensibilité. Donc, j'aimerais pas heurter les sensibilités des gens. Mais ce qui est sûr, c'est que, oui, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, j'arrive à subvenir à mes besoins élémentaires. J'arrive à... Voilà, pour ne pas dire que je prends tout de suite la grosse tête, mais disons que j'arrive à faire mes déplacements quand je le veux. J'arrive à apporter un plus à quelques personnes autour de moi. J'arrive à, en tout cas, me donner les moyens de mes politiques. Je suis très reconnaissante. Apparemment, en Afrique, il faut être humble quand il s'agit d'argent. Est-ce que tu te considères comme une personne riche, financièrement parlant? J'allais dire très riche, mais lorsque tu as rajouté financièrement parlant, c'est un être. Je ne cherche pas à être riche financièrement parlant. Je cherche à être prospère et abondante. Pour moi, c'est totalement différent. C'est un autre level de recherche. C'est quoi la différence? L'abondance, pour moi, c'est la richesse, mais dans l'équilibre. L'abondance, pour moi, ce n'est pas une grosse somme d'argent. It's a lifestyle. L'abondance, pour moi, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent en compte bancaire et se demander à chaque fois comment faire pour acquérir encore plus. L'abondance, pour moi, c'est de vivre dans une stabilité qui n'a pas de nom. Pas forcément financière. Attention, l'argent est extrêmement important. En tout cas, dans mon monde à moi, c'est important. Parce que l'argent, parfois, c'est le seul langage qui comprend le respect, qui impose le respect, j'ai envie de dire. Donc, l'argent, c'est important. Mais, de mon point de vue, je ne cherche pas simplement à être riche financièrement. Je cherche à être prospère et abondante. Surtout abondante. L'abondance, pour moi, c'est au-delà d'un compte bancaire bien garni. Okay. C'est avec l'équilibre qui va avec que je recherche. C'est-à-dire, l'abondance, pour moi, un exemple simple, tu peux être riche et tes enfants deviennent fauchés après ta mort. Moi, pour moi, ma perception de l'abondance, c'est que cela se stabilise des générations et des générations. Depuis très jeune, je le disais à ma mère, ça a toujours été mon champ de vision. J'ai beaucoup étudié des familles qui sont enrichies pendant plusieurs décennies, pendant plusieurs des années. Et malheureusement, chez nous en Afrique, c'est pas beaucoup. C'est plus chez les autres qu'on voit des familles qui ont perpétué dans la richesse pendant des années et des années. Et ça, je le dis pas pour l'amour de l'argent, parce qu'il y a des choses qui m'animent plus que l'argent, moi. Ok, l'argent, c'est important, mais moi, en tout cas, ce n'est pas mon seul moteur. Si c'était mon seul moteur, je pense même pas avoir besoin de faire ce que je fais sur Internet. C'est pas mon seul moteur. Qu'est-ce qui peut t'animer plus que l'argent? C'est l'impact. Je veux dire, à quoi nous servons si nous n'avons pas d'impact?
L'impact, c'est pas forcément les réseaux, ça peut être l'impact sur la femme, l'homme, les enfants, tes enfants. Pour moi, c'est l'impact. Je ne mets rien au-dessus de l'impact. L'impact, pour moi, c'est le vrai sens c'est l'essence même de ma vie. Et même quand tu prends mon nom, tu prends ma date de naissance, tu prends mon human design, tu te rends compte que je suis faite pour emprunter ce chemin. Okay. Ça ne veut pas dire que je vais forcément le faire, mais ça veut dire que si je vais être en équilibre déjà avec ma personne, il ne faudrait pas que toute ma vie tourne autour de l'argent. Okay. L'impact créera de l'argent, ne t'inquiète pas. Quand tu as de l'impact, tu vas sauf qu'avoir de l'argent. Mais c'est pas seulement ça qui m'anime. Moi, pour tous ceux qui me connaissent savent, je suis très business, j'aime l'argent, mais ma vie ne tourne pas autour de l'argent. C'est vraiment l'impact. Quand une femme a de l'argent et qu'elle a un certain type de physique et que cette même femme a du charisme, ce qui est dit, c'est que c'est d'habitude très compliqué pour ce genre de femmes-là en termes de relations amoureuses. Qui a dit ça? C'est écrit dans quel livre? Qui a dit ça? On va parler comme les Africains. Les gens. Les gens ont dit ça. Les gens ont dit que quand une femme a d'habitude tout ça, les hommes ont peur de lui. Alors, avant que je ne te réponde, avant que je te réponde, est-ce que tu peux me dire pourquoi au moins? Je ne sais pas. Moi, je pourquoi? pose... Les hommes sont assez faibles pour avoir peur d'une femme aussi. Je comprends pas. C'est quoi le... Pourquoi? Déjà, j'ai un problème avec le mot « les hommes ont peur des femmes qui peuvent être belles, charismatiques et peut-être riches et influentes. Et influentes aussi, parce qu'ils le disent. J'ai un problème avec... Ça va pas ensemble. Je dis... Est-ce que tu as remarqué ça ou bien de ton côté, tu n'as pas remarqué ça du tout? Je vais parler tout à l'heure de mon expérience personnelle, même si j'aime pas beaucoup parler de ma vie privée, mais je saurai comment le recadrer. Pour être honnête, je ne comprends pas pourquoi on pense que lorsqu'une femme est belle, influente, peut-être riche et pour couronner le tout assez populaire, je n'aime pas vraiment le mot populaire, mais influente, pourrait représenter une peur pour des hommes. Ça va pas ensemble, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, femme influente, belle, bien évidemment responsable, qui se respecte, et homme, ça va pas ensemble. Pourquoi? Parce que la peur rime avec les garçons. Est-ce que c'est clair? Non, c'est pas clair. Ok. La peur rime avec les garçons. Les hommes n'ont pas peur des femmes. C'est les garçons qui ont peur des femmes. On peut être un garçon à 60 ans et être un homme à 25 ans. Donc un homme n'a pas peur. Moi, je refuse de croire et d'accepter cette théorie. Les hommes n'ont pas peur des femmes ambitieuses, belles, charismatiques ou influentes. C'est les garçons qui ont peur des femmes ainsi. Pourquoi? Parce que les vrais hommes font leurs femmes. De véritables hommes donnent le chemin à leurs femmes. Je connais des hommes qui sont prêts à miser sur toi pour que tu ailles au sommet de l'Himalaya. C'est-à-dire qu'ils sont offusqués quand ils voient que tu n'apprends pas, tu n'avances pas. Pour moi, ça, c'est un homme. Et permettez-moi de le dire en toute humilité, je pense que mon père en faisait partie. Je pense que les hommes n'ont pas peur. L'insécurité, attention, à moins que cette femme soit orgueilleuse ou impolie de nature. Ça, c'est un autre cas. C'est un problème caractériel, ça n'a rien à voir avec son statut. Parce que tu peux épouser une fille non plus qui est fauchée et extrêmement impolie. D'accord? Mais si c'est pas le cas, et qu'elle est bien, elle a la tête sur les épaules, assez responsable, respectueuse, je sais pas pourquoi un homme aurait peur de ça. Je vois ce que vous voulez dire. Vous parlez d'insécurité. Ah, faut pas qu'elle me dépasse. Mais dans ce cas-là, chérie, t'es pas un homme, t'es un garçon. C'est pas méchant, mais c'est vrai. Parce que les hommes n'ont pas un problème d'insécurité. Et même lorsqu'ils arrivent, qu'ils ont des problèmes d'insécurité, suite aux blessures de l'enfance, des hommes, de vrais hommes se soignent. Des hommes suivent les thérapies. Des hommes reconnaissent qu'ils ont des problèmes. Un homme, ça prend des responsabilités. La véritable responsabilité, c'est d'abord to face yourself. Un homme n'a pas de problème. En tout cas, à mon égard, je ne comprends pas ça. Et je sais, c'est une remarque que beaucoup de personnes font quand ils me rencontrent. Est-ce qu'il t'arrive pas d'avoir des complications en termes de relations? Parce que tu es tellement imposante que ça doit être difficile pour toi.
Je sais pas qui vous a raconté cette théorie, mais peut-être que c'est moi qui devrais remercier Dieu, mais je n'ai jamais rencontré ce problème jusqu'ici. À moins qu'il soit de très grands comédiens, mais je ne pense pas. J'ai jamais rencontré. J'ai la chance quand même d'avoir rencontré des personnes. Chaque personne que j'ai rencontrée, même en relation amicale, a su en fait m'arroser d'une façon ou d'une autre. Et je n'ai pas honte de le dire, je suis assez reconnaissante là-dessus. J'ai pas ce problème d'ego quand ils me rencontrent. Peut-être avant d'être connu, il y en a qui peuvent faire des remarques du genre et faudrait pas qu'elle m'échappe comme elle se fait de plus en plus connaître. Ça, bon, c'est un peu d'insécurité parce que tu es attaché à la personne, tu veux pas la perdre, ça se comprend. Et j'ai envie de dire, moi, dans mon entourage, j'ai connu que des gens qui, plus ils te voient briller, plus ils t'applaudissent, quoi. Yeah. Ils te corrigent, mais ils t'applaudissent aussi. Tu dois faire ci, qui sont même derrière toi comme un maître. Et il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, une femme, quand tu es en train de grimper les échelons un peu comme telle, il faut toujours reconnaître la place de l'autre. C'est peut-être moi qui me comporte ainsi, et peu importe comment je suis forte, brillante, imposante, influente ou intellectuelle, je le fais pas avec la personne avec qui je suis. Oui, d'accord, on a des conversations. Parfois, je suis très tenace, c'est-à-dire têtue parfois. Je peux ne pas être d'accord avec toi, on fait un débat et puis voilà. Mais j'ai pas de complexe à accepter parfois que j'ai tort. Et Dieu seul sait que je le dis pas devant la caméra, mais ça, c'est vraiment moi. J'aurais honte de le dire si c'est faux. Mais Dieu sait que vraiment, je suis comme ça. J'ai pas ce problème de friction interne avec les gens. Parce qu'avant tout, une chose est extrêmement importante pour moi, en tout cas dans une relation, c'est d'abord la maturité émotionnelle. C'est extrêmement important. Donc, se mettre avec des gens qui peuvent être par-ci, par-là, blessés parfois, et refléter cela en toi en tant que femme ambitieuse, c'est très difficile de décoller, et ça, je le reconnais. Mais de mon expérience, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai observé dans mon entourage. C'est plutôt des hommes qui sont prêts à te pousser, à t'arroser, à, disons, t'allumer, quoi, à te pousser davantage. Parce qu'ils sont fiers d'avoir quelqu'un à leur côté. Ah ouais. Et ouais. Mais l'autre réalité également existe, malheureusement. Mais de mon cas, j'en ai pas forcément rencontré jusqu'ici. Ok. J'ai la chance quand même de côtoyer des personnes assez confiantes à ce niveau. Tu ferais quoi de différent si aujourd'hui tu retournais à ton adolescence? Ce que je ferais de différent si je devais retourner à mon adolescence, c'est d'apprendre, de beaucoup apprendre. Je pense que de mon adolescence, je passais pas mon temps sur Snapchat parce que Snap venait d'être sorti, hein, et à l'époque, c'était pas TikTok, c'était une autre application aussi. En tout cas, j'aurais mieux fait d'apprendre beaucoup plus. Et je serais allée aussi droit au but vers ce qui était ma mission de vie plutôt que de tourner trop. Parce que j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai beaucoup trop tourné. J'ai essayé beaucoup de choses qui n'ont pas marché. J'ai vendu pas mal de petites choses. J'ai fait pas mal de petits boulots. Même le ménage, moi, j'en ai fait en France dans les bureaux. Quand je ne partais pas à l'université, je partais vider les poubelles des gens. Je lavais les chiottes des gens dans les bureaux. J'en ai presque tout fait. J'ai fait beaucoup de choses. Et c'est pas mal en soi parce que cela m'a forgé en caractère et en beaucoup de choses. Mais j'aurais pu aller droit au but si j'apprenais. Ouais. Si je savais que la communication était mon calling, c'était mon don, j'allais tout de suite à commencer à apprendre dessus. Peut-être qui sait, je serais beaucoup plus meilleure que maintenant. Mais il n'est jamais trop tard. Je suis encore dans la vingtaine, donc ça va. Tu n'aimes pas parler d'argent. Je vais quand même te poser cette question. C'est quoi une journée intéressante financièrement pour Fanta? Ou bien, quelle a été une journée, une période intéressante pour Fanta? C'est d'avoir signé des contrats. De combien? Ils vont me charger sur Facebook, hein. Ils vont me charger sur Facebook, Tu n'as pas peur de ça? Non, pardon. Il ne faut pas qu'on dise que je ne suis pas humble parce que je dis ça aussi. Non, tu vas juste nous parler d'un contrat, pas de tous tes contrats. Je pense que ça sortira bientôt. Vous allez le voir et je suis très ravie. Depuis que je suis en Afrique, c'est ça? Oui. Parle-nous juste d'un chiffre, juste un petit chiffre là.
Petit chiffre là, ça fait pas de mal. Petit chiffre va faire le tour des réseaux sociaux. Voilà, quoi. Je dirais... j'ai du mal, tu vois. C'est... Là, elle est en train de chercher le plus petit chiffre là à nous donner pour ne pas choquer les gens. Ouais, c'est... Elle est en train de chercher des petits morceaux là à donner aux gens. C'est compliqué. C'est compliqué parce que je suis à une période assez sensible de ma vie. Et les gens pensent que... Enfin, c'est difficile. D'accord. Parce qu'il y en a qui m'attendent au tournant. Il y en a qui m'attendent au tournant. Quel est le... Désolée. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Quel est le plus gros investissement que tu aies fait? Le plus grand investissement que j'ai... Financièrement, c'est... Que ça ait marché ou pas? En vrai, tout ça, c'est les mêmes questions, hein? En vrai, tout ça, c'est les mêmes questions sous une autre forme différente. Mais regarde, là, on parle d'investissement, c'est ce que tu as mis. Non, et de l'autre côté, c'est ce qu'on t'a donné. Le problème avec moi, c'est que j'aimerais pas que les gens retiennent de moi combien d'argent je fais. Je sais que c'est une très belle stratégie et c'est ce qu'il faut d'ailleurs pour un entrepreneur. C'est extrêmement important. Mais je suis arrivée à un niveau de ma vie où j'aurais dit avec plaisir si c'était que moi. Mais... les gens sont bizarres dans notre communauté parfois. Tu dis ça, parfois ils vont te charger. Surtout quelqu'un comme moi, la moindre des choses que je fais, c'est... Puis j'ai pas envie que les gens se fourrent le nez dans mes affaires, quoi. J'ai un cabinet, tout le monde le sait et le voit. Tant mieux, je veux que ça s'arrête à ça pour l'instant. Quel est le... En tout cas, ici, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est l'immobilier. Ouais, si tu vois ce que je veux dire. Non, je comprends. Ils comprennent, même ceux qui nous regardent, ils comprennent. Ouais, j'aime bien l'immobilier. Ok. Et quand il s'agit immobilier bâti, terrain nu, commercial. Meublé. Ok. Commercial. Moi, c'est l'immobilier commercial. C'est. Quand tu dis commercial, c'est. C'est des bureaux. C'est des bureaux. C'est des bureaux. C'est le centre commercial. Moi, c'est. Dans l'immobilier, pour moi, c'est une autre vision. Hein. Moi, j'aime l'immobilier. J'aime l'immobilier, pas seulement parce que j'aime, mais je l'aime parce que je vois qu'il y a énormément de besoins en Afrique là-dedans. Mais surtout l'immobilier commercial. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à construire. Et puis moi, j'aime les belles choses. J'aime la belle maison. J'aime les choses qui sont raffinées. Dans toutes tes activités, quelle est l'activité qui te rapporte beaucoup plus? Le cabinet, sans hésiter. Parfois, il y en a qui se demandent, mais qu'est-ce qu'elle fait dans le cabinet là même? Est-ce qu'elle fait des vidéos pour balancer? Non, c'est ça, malheureusement, quand on crée des contenus, c'est l'étiquette qu'on nous colle. Tu as tellement raison. Il y a beaucoup de gens qui pensent même que je suis journaliste. Oui. On te colle tellement d'étiquettes, on te dit... J'ai entendu des gens qui disent, mais attends, qu'est-ce qu'elle fait Donc, elle a décoré tout le cabinet là juste pour faire des vidéos. Hey, mais à la fin du mois, comment elle va payer? Les gens le savent, en Afrique, les bureaux sont chers. Yeah. Sont chers. Et je prends un bureau, je cherche même un autre deuxième bureau, là, en ce moment en Guinée. Chercher un deuxième bureau et je t'épargne toutes les charges qu'il y a, l'électricité, tout ça. Et je vais le faire juste... C'est les vidéos de Facebook qui vont me faire vivre. Non. À un moment donné, on a du travail derrière. Y a pas d'argent. On n'a pas besoin d'afficher tout ça. Dans les vidéos, c'est nous qui mettons l'argent. Exactement. C'est nous qui mettons de l'argent. C'est ce que je dis. De l'argent pour produire. C'est ce que je dis tout le temps. Acheter les drones, tout ça. Parce que moi, j'ai acheté également tout ce qui est équipement qui viennent d'arriver de la Chine. Mais c'est de l'argent qui sort, finalement. Et ça, tu peux pas le faire que quand tu parles devant la caméra, quoi. C'est qu'on a du vrai boulot derrière. Ouais, donc l'activité qui m'est le plus rentable en ce moment, c'est ça. Ok. Quelle est la conversation la plus marquante que tu aies eue avec une personne? La conversation la plus marquante que j'ai eue avec une personne, c'est lorsque la personne me dit un jour que la politique, c'est comme le soleil. On parlait de tout et n'importe quoi, et puis après on a sauté dans la politique. Bon, moi je parle de tout et n'importe quoi. Hein. Et la conversation la plus intéressante que j'ai eue avec cette personne, elle me dit,
La politique, c'est comme le soleil. Il faut jamais trop t'approcher et jamais trop t'éloigner. Parce que quand tu t'approches un peu trop du soleil, ça risque de te brûler. Right. Quand tu t'éloignes un peu trop du soleil, tu risques d'avoir froid. Et je pense que c'est est-ce que je peux dire le conseil, mais la conversion la plus... C'était profond. Et ça rime dans mes oreilles à chaque fois. Les gens qui s'y trouvent peuvent en témoigner. Ouais. Les gens qui sont beaucoup trop loin peuvent aussi en témoigner. Donc la politique, c'est comme le soleil. Jamais trop t'approcher, jamais trop t'éloigner. Jamais trop t'éloigner parce que l'État ou ton peuple aura besoin de toi pour les aider. On a tous quelque chose à contribuer pour le développement de nos pays. Jamais trop t'approcher parce que c'est le pouvoir. Parce que ça risque de t'avaler parfois. Ouais. Contre ton gré ou... voilà, de bon gré ou mal gré, quoi. Normalement, beaucoup de gens aimeraient être à ta place. Ah bon? Normalement. Pourquoi? Parce que quand on voit que Fanta, elle a un gros following. D'ailleurs, tu as cumulé sur tous tes réseaux sociaux, tu as combien de... Franchement, on a arrêté de compter. Hein. Mais si je dis pas de bêtises, je pense qu'on tourne autour de entre 3 ou 4 millions d'abonnés, je sais plus. 4 millions. Tu as 4 millions d'abonnés. Tu as un peu d'argent. Je dis un peu. Je dis un peu pour ne pas effrayer les gens. Un peu. Voilà. Et tu as de l'influence. Donc, normalement, il y a des gens qui aimeraient avoir ça. Ah, c'est vrai. Et normalement, tout n'est pas rose. C'est pas possible. Quelles sont les parties les plus difficiles, les parties les plus compliquées que tu vis et que les gens ne voient pas? Ce sont les batailles. Encore une fois, je me suis promise une chose en venant ici, je serai toujours honnête. Si je peux pas être honnête dessus, je me tais, mais je vais pas vous mentir. Mais ce sont les batailles parfois. Je pense que ma vie a toujours été un champ de bataille et ça, les gens le comprennent pas quand je l'ai dit. J'ai été très vite affrontée à beaucoup de choses et ça depuis très jeune, de plus en plus encore maintenant. Je sais que je m'en suis remis à Dieu et je sais qu'il est toujours avec moi, quoi qu'il en soit. Mais ce sont les batailles. Les batailles, parfois, qui ne s'expliquent pas forcément, qui ne se justifient pas forcément. C'est peut-être moi qui dérange parfois, je sais pas, mais ouais, ce sont des batailles, quoi. Et je suis prête, j'ai été prête à ça, j'ai été apprêtée à ça depuis très jeune. Hein. Rien ne me surprend. Rien ne me surprend dans ma vie ou dans ce que je suis devenue ou ce que j'ai fait. Absolument rien. Et la bataille non plus ne me surprend pas. Mais je suis combative de nature. Et quand tu parles de bataille, c'est contre qui? J'aime pas forcément parler ainsi parce que ça ressemble beaucoup à de la victimisation. Yeah. Mais je pense que je ne suis pas forcément la seule à vivre ça. Je pense qu'on est beaucoup. En tout cas, toute personne qui essaie de se démarquer, de faire quelque chose de sa vie est forcément affrontée à de la bataille de tous les jours. Mais je pense que en tout cas, de mon petit côté, le côté tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, c'est cette bataille. Il faut constamment s'apprêter parce que chez moi, le terrain n'est jamais tranquille. Est-ce que je suis en paix? Oui, je suis hautement en paix. Je remercie Dieu avec cela. Mais je ne suis pas non plus endormie parce que je sais que je suis sur un champ de bataille. À tout moment, ça pourrait glisser. Donc, je suis avertie et awake par rapport à ça. Et je remercie quand même Dieu. Encore une fois, je vais revenir à la spiritualité. Je sais que Dieu ne me lâche pas. Je sais même pas ce que j'ai fait pour mériter ça, mais il est toujours avec moi, quoi. Sinon, j'ai traversé beaucoup de choses. Et parfois, je me demande comment je fais pour m'en sortir. Et je sais qu'il est toujours là. Et pourquoi exactement, je sais pas.
Parce qu'il y a de ces choses, pour beaucoup de gens, ça aurait pas été facile de s'en sortir. Et moi, parfois, il m'arrive des choses, parfois je me rends même pas compte, c'est juste après que je me rends compte. Et parfois, je m'assois, je dis, comment ne pas être reconnaissante envers toi? Donc, je suis pas forcément la croyante parfaite par excellence, mais je reconnais la grâce de Dieu dans ma vie et je le remercie toujours pour ça. Et je prie d'avoir suffisamment de force de l'honorer et de faire face à lui afin qu'il fasse face à moi. Mais je sais qu'il est toujours là pour moi. Un podcast peut changer ta façon de penser. Une conversation en direct peut changer ton business. C'est pourquoi nous avons créé la communauté privée Business Expertise. 2 fois par mois, retrouve les entrepreneurs et experts invités sur notre podcast lors de sessions exclusives de coaching et de formation en direct. Pose toutes tes questions, échange avec eux et bénéficie de conseils concrets pour faire grandir ton activité. En devenant membre, tu accèdes aussi à des contenus exclusifs jamais publiés sur YouTube. Si tu es déterminé à passer au niveau supérieur, cette communauté est faite pour toi. Rejoins-nous dès maintenant via le lien en description. Quand on se lance en business, il y a énormément de choses que l'on apprend dans le process. Quelle a été la plus grande leçon business que tu as appris depuis que tu t'es lancé? La plus grande leçon que j'ai dû apprendre dans le business, c'est que ton histoire et toi ne comptent pas tant que tu n'as pas un rond. C'est-à-dire que tu comptes pas quand tu n'as pas d'argent. Si tu es pauvre, on te considère pas. Excusez-moi du terme, on se fiche royalement de vos émotions. Tout ce qui compte, c'est l'argent. On vit dans un monde purement capitaliste. Et ça, il faut l'accepter, quoi. Donc, c'est la dure réalité que j'ai dû avaler. Mais c'est ça. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas considéré. Tu imposes le respect quand tu arrives à multiplier ce que tu as. Quand tu arrives à faire quelque chose pour quelqu'un. Quand tu n'as pas d'argent, parfois même les membres de la famille ne te considèrent pas. Et ils peuvent ne pas t'aimer quand tu as de l'argent. Ils vont quand même te respecter. Même s'ils ne te respectent pas parce que tu en as, ils vont te respecter parfois par crainte. Et c'est le pouvoir de l'argent. Donc, quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas forcément respecté. Parfois, malheureusement, on te fait passer pour la risée du monde, quoi. C'est pour ça que je dis très souvent aux jeunes qui se plaignent parfois, je dis, c'est tout à fait normal d'exprimer ce que vous ressentez. Mais votre histoire et vous ne comptez pas si vous n'avez pas d'argent. Gardez votre histoire. Quand vous serez riche, on va vous écouter. Mais pour l'instant, personne ne vous écoutera. C'est dommage, mais c'est ainsi. Pas forcément de l'argent, mais il faut avoir bâti quelque chose pour se faire écouter. Il faut avoir une preuve. C'est ça. Pour arriver à ton niveau, naturellement, tu as eu à faire des sacrifices. Est-ce que tu peux nous parler d'un gros sacrifice que tu as fait pour arriver au niveau où tu es actuellement? L'un des premiers sacrifices que j'ai dû faire pour être là où je suis, c'est de dire non. Parfois la facilité. J'ai eu la chance quand même d'avoir beaucoup d'opportunités dans ma vie. Mais des opportunités qui vont avec beaucoup de facilité. C'est-à-dire, je vais être cash et honnête avec vous. Quelqu'un à qui tu plais, qui décide de t'offrir tout ce que tu désires. Mais à quel prix? Et connaissant où je vais, et ce que je suis en train de bâtir, je ne pouvais pas me permettre cela parce que le prix pour moi serait beaucoup trop élevé. Don't get me wrong, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont conseillé, qui m'ont prêté main. Quand main, c'est pas forcément de l'argent. I got your back. Je sais que tu peux le faire. Je te considère. Tu peux le faire. Vas-y, tiens, lis ce livre. Tiens, fais ci. J'ai eu la chance de rencontrer ces personnes. Mais parfois, il y a des opportunités qui viennent sous forme de mine d'or, mais ce ne sont pas toujours de l'or. C'est pas toujours de l'or qui se présente à toi. Et je remercie Dieu parce que cela ne relève pas de ma force, mais cela relève également de la protection divine, comme je le dis, et de mon esprit de discernement que Dieu me donne parfois. En tant que femme, lorsqu'on est un peu jolie, on a un peu d'influence. Pour moi, ce n'est même pas avant les réseaux, c'est bien avant les réseaux. Pour ceux qui me connaissent savent,
j'ai toujours, en toute humilité, eu ce pouvoir quand même, ce magnétisme. C'est-à-dire ce pouvoir d'attirer les gens, parfois des personnes assez importantes. Et toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir. Pas pour dire que toutes ces personnes sont mauvaises ou étaient mauvaises. Mais il y a de ces choses que je ne suis peut-être pas prête à faire pour... je préfère me débrouiller, multiplier mes 1 euro jusqu'à en faire 10 euros ou 100 euros. Donc ça fait partie des sacrifices que j'ai dû faire. Parce qu'il y a des opportunités qui te feront croire que tu peux aller beaucoup plus vite. J'aurais pu aller beaucoup plus vite que maintenant. Beaucoup plus vite. Mais à quel prix? Rappelez-vous, j'ai dit quelque chose au début de la conversation. 2 choses sont extrêmement importantes pour moi. Ma liberté et ma paix. Si ça ne sert pas à ma liberté et ma paix, c'est que le prix est pour moi beaucoup trop élevé. La paix, je sais que c'est relatif. Parfois, on peut faire des challenges ou en tout cas, s'endosser des visions qui sont beaucoup plus grandes que nous. Parfois, on manque de paix d'un moment instantané. Mais je ne parle pas de ça. D'accord? Je parle de batailler constamment avec sa conscience parce qu'on a dû faire des choses dont on n'est pas fier. Et moi, c'est une chose avec laquelle je ne peux jamais combattre, je ne peux jamais challenger, c'est ma conscience. Je vais être libre. Je vais être libre. Parfois, je lâche certaines situations, je prends du recul, je fais plus certaines choses, pas par peur, mais parce que je veux pas de ça. Et encore une fois, c'est tellement important de se connaître, parce que l'injustice aussi fait partie des choses que je suis limite interdite de faire. C'est difficile, on n'est pas parfait, mais si je veux en tout cas une bonne évolution de ma personne, en tout cas aller loin, je dois m'assurer de ne pas être injuste dans ma vie ou d'essayer de réduire le plus que possible l'injustice. C'est extrêmement important de se connaître. Donc ça aussi, ça fait partie des sacrifices. Parce que parfois, il y a des choses qui nous font plaisir, mais qui sont injustes vis-à-vis des autres. Et prendre sur soi ce manque, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais il y a des situations qui ont fait que voilà, j'ai dû laisser certaines choses aller parce que ça ne servait pas forcément à la vision que j'ai épousée. C'est bien d'avoir toutes les opportunités and catch-up, mais aujourd'hui, ça ne te rattrape pas. Et dans 10, 20 ans, quelqu'un va dire « Ah bon, c'est elle ». Mais sauf que tu n'auras rien à dire parce que c'est vrai. Et j'évite en tout cas de commettre, et je prie Dieu que Dieu m'en préserve, j'évite de commettre des actes ou faire des choses, prendre des décisions, poser des actions dans l'obscurité que je ne suis pas capable d'assumer dans la lumière. J'évite beaucoup et je prie que Dieu m'en préserve parce que on ne sait jamais quoi, le monde est fou. Mais je prie continuellement que voilà, que je garde ma dignité, mon intégrité de manière intacte. C'est extrêmement important pour moi. Est-ce que actuellement Fanta Condé est un cœur à prendre? Donc ça fait partie du plan du podcast, quoi. ça fait partie du podcast, quoi. J'étais pas au courant. Est-ce que je suis un cœur à prendre? Bizarrement, moi, j'aime pas parler d'amour. Je suis entrée, comme le dit très souvent une amie à moi, je suis une racaille vêtie en robe et en rouge à lèvres. J'ai du mal un peu à parler d'amour. Pas parce que je n'aime pas. Je suis une amoureuse de la vie. J'aime beaucoup. J'aime aimer. J'aime l'amour. Mais je sais pas. Je sais pas comment répondre à ta question. Ouais. Mais disons que je me cherche. Si tu vois ce que je veux dire. Je me cherche. Je laisserai les gens voir. Exactement. Moi, je n'ai rien. Je pense que c'est ce petit côté également qui me rend un peu mystérieuse. Donc, je pense qu'on va laisser ça comme ça. Ouais. Comment est-ce que les gens peuvent travailler avec toi? Pour des gens qui souhaitent travailler avec moi, c'est simple. Il vous suffit de me contacter par mail à talkbyfanta@gmail.com. Simplement me contacter
Je pense que c'est le moyen le plus rapide et simple. Sinon, nous avons le cabinet en France. J'ai d'autres entreprises on a le cabinet en ce moment en Guinée. J'ai d'autres entreprises également en France. Nous sommes aussi en France, hébergés là-bas. On a le bureau là-bas. Mais si c'est en Afrique, pour l'instant, je suis en Guinée. Qu'est-ce que le cabinet propose? Le cabinet propose beaucoup de choses. Je suis dans la performance entrepreneuriale, la performance organisationnelle tout simplement. J'amène des entreprises à devenir beaucoup plus performantes. Admettons que vous êtes un hôtel, vous êtes en cabinet, vous êtes une entreprise. Le problème, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Vous faites appel à mon cabinet, j'interviens, j'identifie par exemple le problème se situe au niveau du leadership. On apporte une solution pour vous amener à vraiment à mettre de l'ordre dans tout ça, d'accord? Ça, c'est pour vraiment expliquer de manière simple. D'un autre côté également, de plus en plus, nous travaillons également la stratégie de communication des entreprises. C'est-à-dire, on amène les entreprises à être beaucoup plus connues, tout ça. Pas seulement connues, mais à perdurer, si vous voulez, mais en termes de communication. Et autre chose également, c'est que je ne travaille pas qu'avec les entreprises en termes de communication, je travaille également avec des leaders d'opinion politique. Ça, je l'ai commencé bien avant d'avoir le cabinet. J'ai eu à travailler avec pas mal de leaders politiques. Et on travaille leur media training, mais pas que. Je travaille carrément leur communication, leur gestion, leur prise de parole, leur branding carrément, c'est extrêmement important. Pas seulement leur donner de la visibilité, mais ça va au-delà. C'est-à-dire, on bâtit carrément ce personnage que tu veux devenir, politique, ok? Et puis, mis à part ça, comme je l'ai dit, on accompagne les entreprises ou les organisations dans la performance d'équipe. Dans le Customer Success Management, on travaille également les équipes à devenir beaucoup plus performantes dans le service client. On accompagne également souvent dans la formation. On fait beaucoup de formation aussi parce que moi-même, je suis extrêmement passionnée d'éducation. Moi, j'aime beaucoup éduquer, j'aime beaucoup. Je pense que c'est l'une des rares choses que je peux faire du matin au soir sans même manger. Peut-être boire juste un peu d'eau. Je suis extrêmement passionnée de ça. Donc, j'aime éduquer, j'aime transmettre. Et cette éducation, ça se traduit par, bien évidemment, la communication, la prise de parole en public. Ça se traduit par beaucoup de choses. L'amélioration également de la performance de votre équipe. Ça se traduit par beaucoup de choses. Mais en ce moment, toute seule, je travaille de plus en plus avec très souvent des personnalités. Maintenant, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient dans le business, travailler en direct avec elles. Pas seulement sur la prise de parole en public, mais bien au-delà. Et ce que les gens ne savent pas de moi, je fais aussi du conseil. Je fais beaucoup de conseils. Je fais beaucoup de conseils pour les leaders, qu'elles soient maintenant dans la politique ou dans les affaires. OK. Yeah. Mais purement basé sur le leadership pour l'instant. Est-ce qu'il y a un sujet important pour toi qu'on n'a pas abordé? Un sujet important pour moi qu'on n'a pas abordé, je pense qu'on a fait presque tout le tour. On a fait tout le tour. On a pratiquement fait tout le tour. OK. Donc, on te remercie pour ta générosité et ton temps. Tu es quelqu'un de très sollicité. Merci. Et d'habitude, quand on est en déplacement aussi, surtout, beaucoup de gens pour qui c'était pas facile, en fait, d'avoir un rendez-vous, etc., de te voir, en profite parce que là, tu es là pour un court séjour. Et on te remercie pour ta générosité parce que tu nous as partagé énormément de valeurs. Moi, j'ai pris pour presque 2 pages de notes. Et on te remercie aussi pour ton temps. Merci. Est-ce qu'on peut te souhaiter? Souhaitez-moi beaucoup de santé, une santé de fer et une longue vie. Le reste, je m'en charge. Juste une bonne santé, une longue vie. Le reste, je m'en charge. C'est pratiquement tout ce que je demande à Dieu généralement.
Puis le reste, je m'en charge. Right. C'était tout. Merci à vous. Thanks. La partie qui suit est exclusivement réservée à la communauté privée Business Expertise. Quelles sont les erreurs que tu vois les gens faire très souvent en termes de communication? Ces données, ce n'est pas la bouche qui communique. Ce qui communique véritablement, Comment est-ce qu'on fait pour bien débuter sa prise de parole en public? c'est ce que j'appelle une... Principalement, je parle souvent de 6 ou de 4, que vous pouvez commencer juste avec. Mais selon votre style d'intervention, vous allez devoir les utiliser. Quel est ton petit secret de vente là que tu utilises bien et qui marche bien? On a une méthode ici qu'on appelle la méthode. La meilleure façon de vendre, très souvent, c'est... Et lorsque tu comprends cela, ça devient beaucoup plus facile de vendre à la personne. Si tu veux regarder cette partie exclusive, rejoins dès maintenant la communauté privée Business Expertise via le lien en description.